Bienvenue à Level Up, ton podcast geek. Antoine Rivard-Nolin, a.k.a. Détective Nolin. Et je suis avec... Joe Côté, a.k.a. Joe Coco. Comment ça va, mon Joe? Très, très bien, Antoine. Bien excité cette semaine. Bien excité parce qu'on a un super épisode à vous présenter sur le e-sports. On a deux invités d'envergure, je dirais. D'abord, on va avoir Maxime Pelletier, alias Peltire. Lui, en fait, il a été un gros joueur de Hearthstone. Toujours un joueur de Hearthstone, mais il s'est rendu loin pas mal en e-sports Hearthstone, qui est le jeu de cartes un peu équivalent à Magic Arena, mais produit par Blizzard. Et également Miss Harvey, Stéphanie Harvey, qui va nous parler de son parcours dans Counter-Strike, CSGO, son parcours comme championne de e-sports, en fait. Mais avant de se lancer, j'aimerais ça qu'on fasse notre petit tour d'actualité habituel, mon Joe, de ce qui nous a marqué dans les dernières semaines au niveau du geek. Et cette semaine, il y en a, Antoine. Il y en a. Ben moi, je vais commencer, mon Joe. Ce qui a retenu mon attention, c'était bien évidemment la célébration Star Wars ce week-end. Des grosses annonces, en fait, qui ont eu lieu. On a eu un premier trailer pour le prochain film, le 9e et dernier de la 3e et dernière trilogie de cette multitude de nouveaux produits Star Wars qui existent depuis maintenant 5 ans. The Rise of the Skywalker. Comment tu l'as trouvé, le trailer? Ben, un peu banal, je t'avouerais. C'est un peu, je trouve qu'il y a une redite au niveau de la forme des bandes annonces depuis l'annonce du set. Je t'avouerais qu'il m'a laissé un petit peu sans émotion. Je trouvais que ça ressemblait un peu à ce qu'on avait déjà connu. Retour de Palpatine. Oui, Palpatine qu'on a qui fait un retour, qui est officiellement annoncé comme étant le méchant, qui aura finalement été méchant tout le long de la saga Star Wars, de l'épisode 1 à l'épisode 9. Là, c'est de savoir de quelle manière il est impliqué. Aussi, on se demande à quoi Snoke pouvait servir dans l'épisode 7 et 8, alors qu'on n'a pas vraiment su d'où il venait, puis il s'est fait un peu tuer d'une manière absurde dans l'épisode 8. Ouais. Tranché en deux par son maître, son apprenti. Son apprenti, oui. Alors voilà, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que Star Wars nous réserve pour la suite. Est-ce qu'ils vont réussir à clore cette nouvelle trilogie qui a un peu un sentiment de fanservice redite. Star Wars est un peu une franchise dans l'autoréférentiel, là, constamment en train de revenir sur des choses qui la constituent plutôt que de repartir sur des nouvelles bases en vraiment défrichant des nouveaux terrains. On sent qu'il y a moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'on nous sert du réchauffé. Ben, on est tout le temps en train de nous servir des choses qu'on a déjà vues, qu'on connaît, des référents à des trucs qui ont eu lieu il y a 40 ans. Après ça, on va donner la chance aux coureurs. Si le 9 est une extrême réussite, ben, on pourra dire mission accomplie. Vous avez réussi à clore cette saga d'une manière intéressante. Mais bon, les espoirs sont ouverts. Mais moi, je suis totalement avec toi, d'accord avec toi, en fait, pour dire que la bande-annonce, très décevante, on a peu à se mettre sous la dent. Et écoute, l'émotion était pas au rendez-vous, carrément. Donc, 100% d'accord avec toi que c'était assez fade comme bande-annonce. Non, c'est ça, mais je t'avouerais par contre que là, on n'a rien encore qui existe pour l'instant de visuel vidéo, mais il y a des photos qui ont commencé à sortir puis ils en ont parlé ce week-end, mais dédié à la chaîne Disney, streaming Disney+, je pense ça s'appelle. Il va y avoir The Mandalorian, qui est une série télé, moi, que j'attends avec beaucoup d'impatience, qui va avoir, je pense, une dizaine d'épisodes, qui va s'orienter autour des Bounty Hunters, donc les chasseurs de primes. Personnage principal, le Mandalorian, tenu par Pedro Pascal, c'est pour ceux qui ne le reconnaissent pas de nom. C'est celui qui se fait ouvrir les yeux dans Game of Thrones, dans la saison 4 ou 5, je pense, là, qui est là pour défendre Tyrion, puis finalement ça chie, puis il a les deux yeux crevés. Et qui également jouait dans Narcos, faisait un des deux policiers de la saison 1, 2 et 3, si je ne m'abuse, la première mouture avec Pablo Escobar. J'aime beaucoup Pedro Pascal. Alors, réalisé par Jon Favreau, qui est à la barre de certains films des Avengers, les Iron Man, je crois, les deux premiers Iron Man. Alors, pour moi, ça promet. Et également, une belle annonce en fin de semaine, le nouveau jeu de Respawn Studio, Jedi Fallen Order, qui va se situer... Oui, ça se situe après l'Ordre 66 de l'épisode 3. Un Jedi qui a survécu. On a eu le premier trailer de storytelling, en fait. Les belles annonces, en fait, par rapport à ça, c'est qu'on parle d'un jeu purement narratif, single player, donc pas de pay to win, pas de multiplayer. EA a enfin accepté de faire autre chose que des vaches à lait de Star Wars. On va vraiment avoir une expérience narrative avec moteur graphique. On a laissé tomber le moteur d'Anthem. On passe à l'Unreal Engine 4, qui est plus puissant en fait que le moteur désuet de Anthem. Donc,
Ça promet quand même. C'est mes petites annonces qui m'ont fait frétiller en fin de semaine. À toi, mon Joe. Écoute, moi, bien excité cette semaine d'en parler parce que c'était la finale au niveau de... En fin de semaine, c'était la finale de League of Legends, le Summer Split, qu'on appelle. En fait, la qualification pour le Summer Split. Et écoute, une finale endiablée au niveau américain. Okay. TSM contre Team Liquid. TSM qui est l'équipe par excellence avec un standing, une reconnaissance par l'industrie au complet. D'ailleurs, qui n'ont pas juste des équipes de League of Legends. Ils ont d'autres équipes aussi dans le e-sport. Et TSM, c'est le 5 de 3? 3 de 5. 3 de 5. 3 de 5. Merci, 5 de 3, Antoine. c'est dur de gagner sur 5 matchs en jouant à 3. Best of 3. TSM qui remporte les 2 premiers matchs avec un beau comeback. Qui sont considérés comme favoris, si je comprends bien? Favoris, plus actuellement, mais au niveau du brand, TSM emporte sur toutes les autres équipes. C'est une équipe qui ont une reconnaissance dans le milieu incroyable. Donc voilà, lors de la finale, les 2 premiers matchs, ils l'emportent comme des champions. Gros teamfight, super intéressant. Ils sortent des picks comme Irelia qui est 75% du temps banni. Irelia top lane qui vient carry le Pourquoi deuxième banni, match. en fait? Trop fort. Mais ils la permettent en championnat? Oui, toujours. En fait, tous les champions sont accessibles, mais à chaque début de game, il y a un ban. Donc, il y a 5 bans de chaque côté. Donc, 10 champions dans le bassin éliminés, qui ne seront pas joués. Et Irelia, bon, dans les champions au niveau pro, c'est des mécaniques incroyables, du gros engage, avec du burst, un peu de tankiness. Donc, c'est vraiment un bon bruiser. 75% du temps banni. Deuxième match, TSM la sorte. Super, super cool à voir, mais Team Liquid fait un comeback de feu dans les 3 dernières games. C'était insane. Et d'ailleurs, Double Lift qui a joué très belle finale, avouons-le, qui est l'ADC de Team Liquid. Ouais. Et au dernier match, TSM, un early game incroyable, mais ils se font détruire en late game. Donc, un gros comeback de Team Liquid pour venir gagner le 3 de 5. Puis là, la victoire de Team Liquid leur donne accès à quoi? Ils ne sont pas champions encore de quoi que ce soit? Ou c'est... Pas encore, en fait. Donc, ils sont qualifiés pour le Summer Split, mais le Summer Split, c'est comme une deuxième compétition qui devient une qualification pour le Worlds. Okay. Alors, TSM, pareil, même s'ils sont à finale, n'ont pas gagné. Bon, ça vient avec une bourse. Donc, Team Liquid repartait avec un bon montant. Mais TSM, ben, on va les voir clairement dans le Summer Split, évidemment. Au niveau européen, attention, le bulldozer G2 a tout ramassé. D'ailleurs, leur dernier match s'est terminé en 18 minutes avec un Herald qui défonce la base au complet. Okay. Donc, super impressionné par les 2 finales. Bon, d'un côté européen, c'est triste à voir. Ça a été un massacre. Ça a été un massacre complètement, mais ô combien d'émotions au niveau américain. Et d'ailleurs, je suis très excité de pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est complètement connexe avec ce dont on va parler aujourd'hui. On ne vous mentira pas, on a un long épisode aujourd'hui, mais c'était trop compliqué à couper et trop intéressant. Donc, première entrevue, Peltier, Maxime Pelletier qui va venir nous parler de Hearthstone. Alors, mesdames et messieurs, c'est un départ pour Level Up! En compagnie de Maxime Pelletier, a.k.a. ton nom? Peltier. Ben oui, j'ai vu, tu t'es fait un hoodie en plus. T'as de la merch. Oui. Oh, regarde moins. On n'a même pas ça encore, Joe. Ça va nous prendre la merch, nous autres avec. En cette ère néolibérale, il faut vendre son brand en permanence. Non, c'est ça. Je porte mon brand. Tout est mercantilisme. Alors, ben voilà, Maxime qui est là pour nous parler du e-sports en général, mais toi, tu as fait le volet plus... toi, tu as joué avec Hearthstone, en fait, jeu de Blizzard, cartes sur ordinateur, tablette et autres. Ça fait combien de temps que c'est sorti? Hearthstone, ça fait
4 ou 5 ans environ. J'avoue, ça fait juste 2 ans et quelques que je joue, donc la date d'origine exacte, je me souviens plus, mais ça fait à peu près 4 ou 5 ans. Ouais, Ouais, tu jouais-tu à d'autres choses avant? À StarCraft. StarCraft, ok, Ouais, fait que t'es de la famille Blizzard depuis un moment déjà. Fan Blizzard, ouais, c'est ça. Quand j'avais 8 ou 10 ans, là, mon oncle m'a donné un CD gravé de StarCraft Brood War pour Noël. Là, ça a changé ma vie. Je suis un Blizzard fanboy. On nommera Là, pas on parle de ton quelle nom. année, ça? On parle de... Fin 90 que Ouais, c'est ça. Brood War est sorti, fait que peut-être 2000, le temps que je le reçoive. Là, Ok. 99-2000, ouais. Puis une semaine, le temps de l'installer sur l'ordi. Ouais, c'est ça. 500 Ah Un ouais. beau Windows 97. Ouais, fait que là, dans le fond, t'es embarqué avec Hearthstone dès le départ quand c'est sorti? Non, c'est un de mes amis à moi qui jouait beaucoup à Hearthstone, puis on parlait régulièrement de gaming, puis à force qu'il m'achale pour que je joue à Hearthstone, je l'avais essayé un peu dans la bêta, puisqu'en tant que bon Blizzard fanboy, j'ai essayé les joueurs de Blizzard, mais c'est seulement à peu près à l'époque de League of Explorers, là, pour les gens qui savent, là, donc à peu près 2 ans et demi, 3 ans que j'ai commencé à vraiment jouer à Hearthstone régulièrement. Puis ça m'a pris peut-être 1 an avant de commencer à compétitionner après ça. Mais t'es rentré dans le compétitif parce que tu t'es rendu compte que ça roulait tes affaires, ou c'est juste qu'à un moment donné, tu gravis les échelons des ranks puis tu fais « OK, je suis dans une strate vraiment élevée. » là, t'sais. Ouais, ben à Hearthstone, il n'y a pas beaucoup de... Je sais pas comment dire. Il n'y a pas comme une façon naturelle de passer du ladder, à jouer chez soi en ligne, à faire des compétitions. Il y a peut-être des gens qui jouent à Hearthstone qui sont dans le top 500 Amérique à chaque mois selon le classement puis qui font jamais de compétition. Okay. Ils font juste... la transition est pas naturelle. Ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que j'ai vu passer sur les médias sociaux une ligue qui s'appelait à l'époque Hearthstone Québec, qui était juste une ligue où on joue un match par semaine entre joueurs québécois, puis à la fin, il y a un petit événement en live pour le top 8 des joueurs de la saison, puis là, il y avait quand même une couple de centaines de piastres en prix. Puis, ça, t'amenais ton deck que t'avais toi-même monté? À Hearthstone, souvent, t'amènes plusieurs decks. Donc, avant le tournoi, tu choisis 4 decks selon l'ancien format. Puis là, tu soumets ça, puis t'es obligé de jouer ces 4 decks-là pour le tournoi. C'est un aspect préparation qui est intéressant. La moitié du tournoi, finalement, se décide avant même qu'il y ait une carte qui a été jouée, parce que c'est la personne qui a le mieux planifié ses affaires qui a un avantage. Et ouais, finalement, j'ai compétitionné un peu dans cette ligue-là. Au début, j'étais un joueur moyen, puis avec la force de la détermination et mes connaissances en game theory acquises à l'université, je me suis tranquillement fait une place. Puis à la 2e saison, j'ai remporté ça. J'ai gagné une coupe de 100$. Game theory à l'université, qu'est-ce que t'entends? Ça, je suis curieux, là. Game theory, c'est la branche des mathématiques qui étudie les interactions stratégiques simultanées entre différents joueurs. Un peu ce qui devient la metagame, dans le fond? Oui, c'est ça. Ça aide à comprendre la metagame. La façon simple, peut-être, de le dire, c'est quelle est la meilleure décision que je peux prendre, considérant la meilleure décision que mon adversaire peut prendre. Le dilemme du prisonnier, là, qui est l'exemple absolument qui est donné pour expliquer le game theory. Donc, 2 prisonniers sont arrêtés, qui ont fait commis un crime ensemble. On les met dans 2 pièces séparées. Puis on leur dit, si tu dénonces ton pote, on te donne 1 an de prison. Si tu le dénonces pas, mais lui te dénonce, là, tu te ramasses avec 10 ans de prison. Puis si personne dénonce l'autre, là, vous avez aucun... Vous en sortez les 2. Vous en sortez les 2. Mais là, la stratégie de chacun, c'est de dénoncer l'autre dans le cas où l'autre le dénoncerait, puis se retrouverait le perdant de cette histoire-là. Donc, c'est ça la game theory. Si on transmet ça à Hearthstone, quand tu commences à jouer à Hearthstone, tu as des cartes dans ta main, tu apprends à faire le coup à ton tour qui est le meilleur considérant les cartes dans ta main. Mais quand tu deviens vraiment bon à Hearthstone, tu fais le coup qui est le meilleur selon ce que tu penses que ton adversaire a dans sa main. Et donc ça t'oblige à anticiper le deck de l'autre. Exactement. Ça t'oblige à anticiper, à essayer de créer la situation la plus désagréable pour le deck de ton adversaire et pas simplement la meilleure situation pour toi-même. Pour ton propre deck. Voilà. Donc, voilà, c'est très stratégique. Là. Pour les gens qui connaissent pas Hearthstone, j'aime bien ça décrire comme si le poker, les cartes Pokémon et les échecs avaient eu un bébé ensemble. Et tu pouvais jouer sur ton téléphone mobile. Donc OK. Fait que là, dans le fond, compétition locale avec Hearthstone Québec à l'époque. Puis après ça, c'est ça, il y a
il y a eu plus haut ensuite. Là, on parle de... Oui, après ça, j'ai eu la chance de me qualifier pour ce qu'on appelle les séries éliminatoires d'Amérique. Donc, c'est un tournoi qui avait lieu parce que Hearthstone a changé son format compétitif là, de cela quelques mois seulement. L'an dernier, je me suis qualifié pour le championnat d'Amérique. C'était les 64 meilleurs joueurs d'Amérique qui étaient là. On jouait de différents endroits en Amérique. Donc, par exemple, moi, j'étais à Toronto. Il y avait des joueurs au Brésil. Il y avait des joueurs à C'est ça, l'entièreté de l'Amérique, là, pas Amérique du Nord. Oui, l'entièreté de l'Amérique. Et j'ai fini 5e de ce tournoi-là, ce qui m'a mérité une bourse assez sympathique de 7500 $ environ. OK, quand même. Et les 4 premiers étaient invités au championnat du monde saisonnier. Donc, les 4 meilleurs d'Amérique, les 4 meilleurs d'Europe, les 4 meilleurs d'Asie, les 4 meilleurs de Chine. Et donc, j'étais à seulement une place de te rendre au championnat suivant, qui a finalement été remporté par mon coéquipier des Grizzlies de Montréal Esports, Mihai Dragalin, a.k.a. Language Hacker, qui est un Ontarien. Donc, au moins, j'ai pu me consoler en me disant que mon coéquipier l'avait emporté. Mais voilà, je risque d'être à jamais la personne qui a presque été au championnat du monde. Mais là, il y a une notion d'équipe, même si Hearthstone est solo à base. Comment ça fonctionne? Comment vous fonctionnez en équipe? Oui, effectivement, il y a... C'est comme un peu les cyclistes, en fait, qui ont comme un espèce de groupe, puis vous vous soutenez, mais il y a comme le leader du groupe, ou chacun a sa part égale. Comment ça marche? C'est une excellente comparaison. Parce que les cyclistes, il y a comme ça, il y a comme l'espèce de champion que tout le monde pousse. Clairement. Mais il y a toujours le leader, on dirait, du groupe, qui est celui qui gagne à chaque fois, mais il y a besoin d'une équipe qui le suit. Ouais. Si tu perds, tu veux clairement que tes coéquipiers gagnent. Oui, mais c'est pas exactement ça. C'est surtout une question de business, en fait. C'est parce que les joueurs veulent être commandités par des équipes qui les aident à payer leurs dépenses pour se rendre au tournoi, par exemple. Et donc, les équipes vont souvent commanditer plusieurs joueurs une fois qu'ils s'investissent dans un jeu. Et de là vient une équipe. Une fois que tu es commandité par la même équipe, ben, tu as intérêt à t'entraîner avec tes coéquipiers. Puis ces commanditaires-là, ils retirent quoi de ça? C'est sûrement pas juste par mécénat, là, je peux pas croire. Là. C'est ce qu'ils vont chercher un pourcentage des gains? Est-ce qu'ils ont de la représentativité par le fait qu'ils vous représentent? Oui, de façon générale, le modèle d'affaires dans les e-sports, puis là, je parle pas juste de mon équipe, mais de toutes les équipes de e-sports, c'est que les équipes vont aller chercher des commanditaires. Et les joueurs sont en fait des panneaux publicitaires ambulants. Donc, nous, comme joueurs, ce qu'on essaie, c'est de remporter des tournois, avoir de la visibilité sur les streams, avoir de la visibilité dans les médias, faire nos propres streams parfois. Puis, en faisant ça, on affiche l'image de l'équipe. Et les équipes, eux, ont des commanditaires qui cherchent à pénétrer le marché des jeunes milléniaux qui n'écoutent pas la télé et qui ne lisent pas le journal. Et donc, qui cherchent des façons alternatives de connecter avec ce public-là. Et donc, c'est un peu ça le modèle d'affaires. Là. On est essentiellement des panneaux publicitaires ambulants. OK, voilà. Ils vont pas chercher une partie de vos gains si vous gagnez un tournoi, mettons. Ça dépend des équipes. Les équipes qui ont moins de revenus, les plus petites équipes vont parfois aller chercher des revenus des joueurs. Puis pour même certaines équipes, ça devient quasiment un investissement à haut risque ou un peu de gambling. C'est-à-dire que tu dis aux joueurs, lui, il a l'air bon, je vais te payer ton tournoi, mais si tu gagnes, tu me donnes 2 fois le coût de ton billet. Mais si tu perds, c'est moi qui absorbe la perte. Mais la réalité de la business du e-sports présentement, c'est que les revenus publicitaires sont souvent énormément plus élevés que les prix qu'il y a à gagner. Pour vous donner un exemple, quand le DreamHack, qui est la grosse série de LAN là, qui va un peu partout à travers le monde, fait un tournoi d'Hearthstone, l'an dernier, quand il faisait un tournoi, il y avait peut-être 15 000 $ en prix à remporter. Mais chacun des 150 joueurs qui participent au tournoi a payé un billet d'avion à 800 $, 2 chambres d'hôtel à 200$. Et donc, les prix, les bourses qui sont remises aux joueurs, en moyenne, couvrent même pas les frais. Le quart des frais qui ont été encourus par tous les joueurs qui sont rendus à l'événement. Donc, c'est vraiment via la publicité, via streamer les matchs pour aller chercher un auditoire plus large qui vont générer des revenus publicitaires que le monde du e-sport arrive à vivre, parce qu'en termes de bourse, c'est souvent pas des montants énormes là, qui sont remis, à quelques exceptions. Les bourses données, c'est par l'organisation? Par les commanditaires? Par l'organisation du tournoi. Oui, c'est ça, exact. Mais même DreamHack ont eux-mêmes des commanditaires, puis c'est là que l'argent vient pour cette organisation-là aussi. Clairement. C'est quoi? C'est Corsair? C'est super intéressant, les développements, en fait, parce que traditionnellement, l'e-sport, c'était effectivement des périphériques, d'autres compagnies de jeux qui veulent vendre leurs jeux, mais récemment, on remarque qu'il y a de plus en plus de commanditaires qu'on appelle non endémiques, là, donc qui ne viennent pas de l'industrie ou des industries directement reliées. Par exemple, Gillette,
les rasoirs, sont maintenant un des commanditaires principaux de Team Solomid, qui est une des plus grosses équipes. TSM, ben oui, exact. TSM, qu'on en connaît. Amérique. Puis là, c'est très drôle parce que t'as des jeunes joueurs de genre 19 ans, pratiquement imberbes, qui font des photos avec des rasoirs. J'essaie de me convaincre de m'acheter un rasoir pour me raser la grosse Ah, Mon Dieu. la Ligue European Championship, la Ligue européenne de League of Legends, est maintenant commanditée par Audi. Les voitures, ce qui m'a un peu fait sourire parce que je pense que quand tu as 22 ans ou 25 ans ou 30 ans, genre la Audi n'est pas ton choix de véhicule prédilection. marque, Là, de choix, Ouais, c'est ça. Une petite familiale. Oh, j'ai une 50 000, moi. Oh, 4 portes. Le e-sport comme tel, il y a de la compétition dans les jeux vidéo depuis longtemps, mais la structure e-sport existe depuis combien d'années, mettons? Moi, je suis vraiment néophyte par rapport à vous deux. Là. Je connais très peu de choses par rapport au e-sports, mais l'organe comme tel là, de compétition générant des revenus et un auditoire, on parle de c'est avec l'avènement des réseaux sociaux et de la diffusion de masse, mais C'est pas avec StarCraft 2? je sais pas. Non, ça date de plus longtemps que ça. C'est difficile de faire une genèse précise parce qu'il n'y a pas le e-sport. Right? Chaque jeu a son propre écosystème qui peut être complètement différent d'un jeu à l'autre. Je pense qu'il y a des... Je me souviens plus de la date malheureusement, mais quand les gens font comme l'histoire du e-sport, souvent les premiers trucs dont ils parlent, c'est quelqu'un, un espèce de millionnaire qui était riche, qui a organisé un tournoi de Unreal Tournament, je crois. Ouais. Il avait donné comme un char qui valait 100 000 $ au gagnant. Puis là, ça a été comme... C'est rentré dans l'histoire comme étant le premier tournoi où quelqu'un a gagné un énorme prix. Puis même que 20 ans plus tard, 100 000 $, ça reste un énorme prix pour le e-sport. Quand même, mais tu vois... Fin 90 peut-être. Là, ouais. OK. Mais là, c'est en train de prendre un marché incroyable. Tu as NHL qui va devenir une franchise de e-sports incroyable. Ben, T'as j'imagine Rocket parce League que... qui vient de... Ben, pas qui vient, ça fait quand même quelques années Rocket League, mais tous les jeux s'en viennent avec un marché de compétition payant, en fait, là, pour les joueurs. Pas mal, en fait. Mais là, Hearthstone étant un pay to win dans une certaine mesure, est-ce que ça vient... C'est ça, mais j'aime le dans une certaine mesure quand même. Ben non, mais c'est Ouais. c'est juste que tu peux grinder à l'infini pour avoir les cartes dont tu as besoin, mais reste que si papa a un 15 000 $ à investir en cartes parce que c'est ton cadeau de Noël, tu pars quand même avec une longueur d'appel. C'est sûr qu'il y a une science du jeu, j'imagine, qu'il faut développer, Oui. mais il faut pour que Hearthstone, pour Hearthstone, la vérité de la compétition de plus haut niveau, c'est que tous les joueurs ont toutes les cartes. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment d'avantage. OK, il vous donne accès à tout, mettons. Non, mais si t'es rendu là... tous les joueurs de haut niveau de Hearthstone jouent assez ou ont investi assez pour avoir toutes les cartes dans leur collection pour jouer compétitivement. Puis quand tu grindes régulièrement, ce que tu fais quand tu es un joueur professionnel ou semi-professionnel, à la fin, tu as juste besoin d'investir peut-être 70, maximum 140 $ par expansion, ce qui est pas la fin du monde quand c'est ton gagne-pain finalement. Ça revient moins cher que s'acheter un gant pour jouer à balle molle l'été. Donc, c'est pas vraiment un problème. Oui, c'est sûr que si tu commences à jouer à Hearthstone aujourd'hui, puis là, tu vas jouer en ligne, puis là, tu tombes sur des gens qui ont comme toutes les cartes légendaires, puis toi, t'es là avec ton singe Manawar. qui fait rien. C'est ça. Back Patriot, c'est sûr que là, tu vas dire, c'est pay to win. Mais quand tu arrives dans les hauts niveaux de compétition, tout le monde a toutes les cartes. Donc là, c'est plus ça qui fait la différence. OK. Mais c'est vrai que le modèle économique d'Hearthstone a été beaucoup critiqué récemment, notamment parce que Blizzard ont augmenté le nombre de cartes légendaires qui sont imprimées à chaque expansion. Puis tu peux ouvrir pour comme 30$ de paquet puis avoir juste assez de poussière pour te faire une carte légendaire. Ah ouais, c'est Donc, ça. pour les gens qui sont des joueurs casual, qui ne jouent pas nécessairement beaucoup, ce modèle-là fait en sorte que, moindrement que tu arrêtes de jouer pendant quelques mois, puis là, tu veux revenir après, tu es comme 30 cartes légendaires en retard, puis là, ça te fait une grosse barrière, puis ça se reflète dans les revenus de Hearthstone qui sont qu'on est capable de déduire des rapports financiers de Blizzard puis des conférences qu'ils ont avec leurs actionnaires. On voit que le modèle économique d'Hearthstone est comme attaqué présentement puis est en train de s'épuiser un peu, surtout que la compétition de... Mais tu penses-tu que MTG Arena a fait un gros coup de barre à Hearthstone? Est-ce que ça vient vraiment jouer dans leur plate-bande ou si les deux sont capables de vivre chacun de leur côté sans nécessairement influencer l'un ou l'autre? Ou justement, l'arrivée d'Arena va forcer Hearthstone à modifier son système ou l'inverse? En fait, j'aurais plus tendance à dire Arena va modifier Hearthstone parce que Arena, pour moi, a beaucoup appris d'Hearthstone dans le visuel, dans le fonctionnement du jeu. Tu vois qu'il y a mille et une choses qui ont été prises dans
dans ce que Hearthstone faisait déjà. Penses-tu que le jeu Hearthstone va se motiver par l'arrivée d'un compétiteur aussi fort que Arena? Oui, on le voit déjà, en fait. Hearthstone était déjà un peu moribond avant la sortie de Magic the Gathering Arena. Parce qu'il y avait eu des décisions qui faisaient en sorte que les expansions plus récentes étaient moins fortes que les expansions qui existaient déjà. Donc, les joueurs n'avaient pas trop intérêt à acheter des nouvelles cartes. Les joueurs n'avaient pas trop intérêt à jouer des nouveaux decks. Donc là, tu jouais toujours contre la même chose mois après mois. Ça devient un peu plate. Je pense que MTG qui arrive, ça vient comme donner le coup de pied au derrière que Artefact n'a pas réussi à donner, soit dit en passant. Ouais, non, ouais. Le jeu de carte de Valve qui est mort après 2 semaines. Ça va être l'affaire. Ça va shaker Hearthstone. Et là là. Mais on le voit là, dans la façon dont les développeurs interagissent avec les joueurs. Ils sont beaucoup plus en train de dire « Dites-nous comment on peut rendre Hearthstone meilleur ». Puis là, ils font des petits changements, des petites modifications de qualité de vie au jeu. Ils essaient vraiment d'écouter plus ce que les joueurs leur disent. Puis on voit qu'ils sont comme plus proactifs sur la modification du jeu parce que justement, là, ils se font chauffer un peu le derrière dans un marché qui était... qui dominait totalement pendant plusieurs années. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que je trouve que Blizzard n'était pas à l'écoute de leurs joueurs avant. Ils leur sortaient ça d'en face, c'est comme c'est ça votre jeu, that's it. Moi, j'étais un joueur de League, puis League of Legends, ça l'évolue selon les commentaires des joueurs. Fait que Blizzard, je suis content que tu dises ça parce que justement, c'est ce que je leur reproche un peu, tu sais. Même dans tous leurs jeux. Il y a un truc que je trouve cool, par contre, sur Overwatch, Blizzard font de la compétition selon le pays. Fait que c'est, mettons, Team USA contre Team Canada. Y a-tu ça en Hearthstone? Oui, il y a ça Hearthstone aussi, ils appellent ça les Hearthstone Global Games. Donc c'est Blizzard aussi, donc ils ont un peu copié le principe. Là, c'est la Chine qui est la championne de l'année 2018 Étonnant. des Hearthstone Global Games. Pour la petite histoire, c'est quand même un peu étonnant parce que la Chine, c'est une des 4 régions compétitives d'Hearthstone. Donc, à chaque championnat du monde, sur les 16 joueurs, il y a 4 joueurs chinois. En chaque championnat saisonnier, il y a 4 La joueurs Chine a chinois. sa propre région. Mettons, il y a l'Amérique et la Chine. Oui, exactement. Mais ils sont quand même 1,4 milliard. Là. Ouais, j'avoue, ouais, c'est ça. une certaine logique. C'est un gros marché. Et traditionnellement, les joueurs chinois performent pas super bien au niveau mondial. Puis, pour moi, qui est quand je suis pas en train de jouer à Hearthstone, je suis un candidat au doctorat en sciences politiques, donc les institutions, l'aspect social des choses, ça m'intéresse. Puis je trouve toujours ça fascinant parce que Hearthstone, il y a vraiment un partage d'informations presque parfait. Donc tous les joueurs en Occident savent exactement ce que les autres jouent. Les gens partagent leur decklist sur Twitter. On a des sites de statistiques qui nous disent exactement quel deck les gens jouent, quelle carte ils jouent, c'est quoi leur pourcentage de victoire contre les autres decks. Alors qu'en Chine, on sait que Internet, c'est pas développé de la même façon et Twitter est bloqué à l'international, des choses comme ça. Et moi, je pense que Leur accès à l'information est pas des bonne. Chinois sur la scène mondiale s'explique généralement à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas accès aux mêmes outils que les joueurs occidentaux. Mais donc, ils ont quand même réussi à gagner les Hearthstone Global Games, donc ça ne doit pas être si pire que ça. Mais il y a vraiment, on voit vraiment, là, quand on voit les listes que les joueurs amènent dans les tournois internationaux, à peu près tout le monde a les mêmes choses, sauf les joueurs chinois, parce qu'ils vivent comme dans leur petite bulle isolée. C'est quoi les grosses différences dans les decks, exemple en Chine puis en Occident? Je pourrais pas donner un exemple précis, mais ce qu'on observe dans la scène compétitive d'Hearthstone, c'est que comme il y a le partage d'informations est parfait, puis probablement que les joueurs qui jouent à Magic the Gathering version papier vont peut-être mieux comprendre ce que j'essaie de dire, c'est que probablement quand tu joues à Magic the Gathering papier, tu te présentes dans un tournoi, surtout si t'es en 1993, puis là t'as fait ton deck chez toi, puis là tu sais, t'es un génie, là, t'as pensé à ton affaire, puis alors qu'à Hearthstone, comme le partage d'informations est quasi parfait, ben rapidement les gens comprennent qu'est-ce qui est le meilleur, qu'est-ce qui est comme juste Oui, des cartes qui sont trop écartées fort, rapidement. ouais, c'est ça. Mais là, Des on parle combos. vraiment de la combinaison exacte des 30 cartes que tu joues dans ton deck. T'sais, des fois, c'est juste t'en enlèves une pour la remplacer par une autre, puis bang, tu viens de gagner 5% de taux de victoire. T'sais. Ah ouais. Et donc, comme cette information-là circule beaucoup, tout le monde finit par le savoir assez rapidement. Puis, entre 2 expansions, il y a environ 4 mois à Hearthstone. Donc, dans les 2 derniers mois, finalement, collectivement, la communauté a comme résolu le mystère de cette expansion. Chaque expansion est comme une nouvelle énigme. Trouvons les decks les plus performants, la metagame idéale. Et voilà. après ça, tout le monde joue ça. Puis après ça, c'est qui gère mieux cette histoire-là, dans le fond. Puis comme il y a peut-être 5, 6, 7 decks qui vont émerger, mais t'en amènes 4 en tournoi. Donc là, il y a toute une histoire de anticiper qu'est-ce que les autres vont amener parmi ces 7 decks-là. Toi, choisir ceux qui vont être le meilleur contre eux, lequel tu veux. C'est quoi la structure en tournoi quand tu joues? Mettons, tu arrives avec 4 decks. Est-ce que tu vas absolument jouer les 4 decks ou tu peux jouer toujours le même? Il y a 3 formats compétitifs présentement à Hearthstone. Le principal
par le passé, c'était Conquest, qu'on appelle Conquête. Donc, tu t'amènes 4 decks. Tu as une exclusion. Donc, tu dis à ton adversaire, ce deck-là, tu ne joues pas dans cette partie-là. Et après ça, tu dois gagner une partie avec chacun de tes decks. OK. Donc, les 2 joueurs choisissent un de leurs decks. Il y a une partie qui se fait. Et le perdant peut continuer avec le même deck ou changer. Et le gagnant doit changer parce que son deck ne peut plus jouer pour le reste de la partie. C'est le premier qui a remporté 3 matchs avec son propre deck. Donc, on peut aller jusqu'à un total de 5 parties, donc. C'est ça, c'est des 3 de 5. Mm-hmm. Donc, habituellement, en conquête, tu vas avoir des gens qui jouent simplement les meilleurs decks, puis ils se disent « Je suis un bon joueur, je vais jouer mieux que mes adversaires, je vais gagner. » Tu as des gens qui vont jouer des decks qui sont moins bons contre l'ensemble du field, l'ensemble de ce que les gens jouent présentement. Mais qui peuvent cibler un deck en particulier. Donc, il y a des gens qui prennent plus de risques sur la création de leur deck en se disant « Ah, je pense que j'ai une bonne lecture de la méta, je vais être capable de profiter de ma lecture de la méta pour amener de quoi qui est un peu... » qui ne sont pas des decks dominants, mais qui, je pense, vont permettre de gagner des parties de conquête. Et il y a des joueurs qui font juste amener les meilleurs decks, puis se dire, même si tu me cibles, mon deck est tellement bon que sur 3 parties, je vais réussir à en gagner une. OK. Donc, conquête, c'est quoi les 2 autres? Last Hero Standing, ou le roi de la colline, si on peut peut-être le traduire en français. Le roi de la colline, c'est comme conquête, donc 4 decks, une exclusion. C'est juste que là, le gagnant conserve son deck. Donc, on joue une partie, si je gagne, le deck avec lequel tu jouais est éliminé. Puis moi, je dois continuer à jouer avec mon deck. J'attends que tu le battes. Et là, la première personne qui gagne 3 parties l'emporte. Et là, ça amène toute une autre dynamique parce qu'au lieu que ce soit... 3 parties d'affilée? Non, 3 parties au total. Okay. C'est ça. Au lieu que ce soit moi qui essaie d'empêcher mon adversaire de gagner avec un de ses decks, là, il faut que j'ai un de mes decks que mon adversaire n'est pas capable de battre. Mm-hmm. Donc là, c'est des différences subtiles, mais en termes de préparation, en termes de qu'est-ce que les joueurs vont jouer, ça amène quand même une grosse différence. Quand tu vas en compétition, est-ce que tu dois participer à chacun des événements ou mettons, tu dis non, moi je joue ce type-là seulement, je me présente avec mes 4 decks, puis c'est pour ce mode-là. Chaque tournoi annonce à l'avance quel va être son mode de jeu, puis absolument, il y en a juste un. Okay. Donc, les DreamHack, c'est du Last Hero Standing. Les tournois officiels, jusqu'à récemment, c'était du Conquête. Puis maintenant, il y a un nouveau format qui s'appelle Spécialiste, où ça ressemble plus au sideboarding dans Magic. Donc, tu as un deck principal, tu as 2 decks secondaires qui sont le même deck, mais plus ou moins 5 cartes. OK. Et là, tu joues un 2 de 3. Ou après la première partie, tu as le droit de changer pour un de tes side decks, là, tes decks secondaires ou tertiaires. Que c'est pas des cartes que tu viens switcher, c'est vraiment un deck à côté qui est le même, avec une modification, mais déjà décidée d'avance. Tu peux pas comme faire genre, j'ai un paquet de tant de cartes, puis j'ai 2 cartes sur les 10. Tu changes les 5 ou tu changes pas. Okay. C'est comme du faux sideboarding. Il y a beaucoup de gens qui critiquent ça. Beaucoup de gens qui jouent à Magic qui critiquent ça en disant, tant qu'à faire du sideboarding, laisse-nous le faire pour vrai. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Puis moi, je trouve pas ça particulièrement intéressant, ce nouveau format-là, parce que quand je vais en tournoi, j'ai pas envie de jouer le même deck 2 jours de suite. Alors que avec les autres formats, t'en jouais 4 différents, donc il y a beaucoup plus de variété dans ce que tu jouais. Mais la logique de Blizzard, c'est que ce nouveau format-là va être plus intéressant pour les joueurs un peu plus casual qui comprenaient pas le Conquest finalement. Là, eux, ils sont habitués tu payes sur play, tu joues un match ton deck contre le deck de ton adversaire. Puis là, ils arrivaient, ils ouvraient le stream, puis là, ils voyaient 3 decks contre 3 decks, un truc est banni, là, celui qui a perdu, il rejoue le même deck, celui qui a gagné, il change de deck. Puis là, selon Blizzard, c'était trop compliqué. Donc là, les nouveaux formats vont plus ressembler à l'expérience dans le jeu. Si tu as un conseil à donner à un joueur, à quelqu'un qui veut s'initier à Hearthstone? Juste un conseil sur comment partir? Pas un conseil. Là. Qu'est-ce que tu dirais comment à un démarrer joueur? Hearthstone? Je l'ai pas, je l'installe sur ma tablette. Quel est le chemin à prendre pour avoir du fun rapidement? Jouer Mage. Sans investir 1000, mettons. Sans investir. Bon, non, mais OK, acceptons une part d'investissement, mettons, parce que... déjà, OK, une question de mentalité. Oui, c'est un jeu free-to-play, mais en vérité, il est free à downloader. Si tu joues à Hearthstone, il faut que tu t'attendes à investir un peu ou il faut que tu te satisfasses de jouer un deck pendant 4 mois, puis à l'expansion d'après, tu vas pouvoir te faire 1 ou 2 decks. Puis là, exact. Si tu veux avoir de la variété, il faut que tu t'attendes à investir un peu. Puis je pense qu'il y a vraiment le mindset qui est important. Si tu t'attends à investir un peu, puis après ça, tu mets 50$ aux 4 mois, c'est vraiment pas un investissement si massif que ça. C'est sûr, si tu dis c'est free, mais il faut que je paye 150$ par année. T'évalues à combien la communauté compétitive, mettons?
Je peux pas dire un chiffre absolu, mais... Mais disons en termes de ranking, tu sais, Hearthstone, si tu pars à 25, je pense. Ben maintenant, c'est 50. Déjà, pour faciliter l'entrée des nouveaux joueurs, ils ont fait passer le plus bas niveau de 25 à 50. Comme ça prend plus de temps avant que tu te fasses ramasser par quelqu'un qui a un deck optimisé quand tu commences à jouer. Fait que tu joues contre du casual plus longtemps. Là. Oui. Puis, par exemple, à Hearthstone, à partir du rang 5, ça commence à être difficile de monter parce que t'as plus de bonus quand tu gagnes plusieurs parties d'affilée. Ouais, c'est ça. Donc, à partir du rang 5, si tu veux passer du rang 5 à légende, par exemple, il faut que tu gagnes 25 parties de plus que t'en perds. Puis, mine de rien, même si tu gagnes 60% de tes parties, il faut comme que tu en joues 100 pour en gagner 25% de plus que t'en perds. Donc, ça fait quand même... c'est quand même un bon palier à franchir. Faut que tu joues à temps plein, carrément. Ben non, parce qu'il y a quand même, je te dirais, quelques milliers de personnes en Amérique qui se rendent au rang légende chaque mois, parce qu'à chaque mois, ça recommence. La saison. Donc, si on prend ça comme standard, je dirais en Amérique, quelques milliers, en Europe, facilement 5, 6 000, 7 000. Mais on voit rapidement la différence après ça entre les joueurs qui se rendent légende, les joueurs, mettons, comme moi, qui sont capables de compétitionner à haut niveau, mais qui n'ont jamais été champions, puis un joueur qui joue à temps plein de façon compétitive. Moi, je me souviens avoir joué au DreamHack Montréal contre un joueur américain qui s'appelle Just Sayin, qui joue pour Tempo Storm, qui est une des plus grosses équipes, qui est qualifié pour le championnat du monde qui va avoir lieu dans 2-3 semaines, le fin avril. Et c'était un cauchemar. À chaque tour, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien de bon que je pouvais faire. Pourquoi? Parce que lui, à chaque tour, il avait anticipé ce que j'avais dans ma main en fonction de mes tours passés. Fait qu'il s'est dit, si au tour 3, il a fait tel jeu, ça veut dire qu'il n'y avait pas telle carte dans sa main, sinon il l'aurait joué. Puis là, il jouait ce qui aurait été bon si j'avais eu la carte qu'il savait que j'avais pas parce qu'il avait déduit que je l'avais pas de mon tour précédent. Je me suis fait battre 3-0. Puis pourtant, je suis pas comme... Ben, tu t'es rendu en compétition. C'est pas une merde. J'ai pris 5e en Amérique une fois. Ouais, c'est ça. Jouer contre lui, j'étais vraiment je suis surclassé. Là. Mais lui, il joue 60 heures semaine. Puis quand il arrivait à la table, là, il était comme un fonctionnaire qui arrivait au travers. Là. Il arrivait, il était sérieux, il riait pas. Il avait son ordinateur, ses notes, il m'a serré la main. Puis là, il m'a clenché. C'est un gentleman. C'est ça. On est là. En terminant, Maxime, j'aimerais ça que tu nous parles. Tu vas travailler prochainement pour Academy eSports Montréal. Ils t'ont recruté, j'imagine, grâce à ton parcours Hearthstone et tout. Peux-tu un peu nous dire ce que tu sais de ça? Parce que c'est un projet qui est relativement récent. Oui, donc l'Académie existe depuis un an peut-être environ, a commencé ses activités surtout avec des camps de jour l'été dernier, donc des camps de jour pour les jeunes, les ados, offrait des sessions d'une semaine ou plus longtemps où les jeunes venaient dans les bureaux de Montréal eSports qui sont sur la rue Saint-Laurent à Montréal. Et là, il y avait des formations sur comment devenir meilleur à leur jeu. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là pour Fortnite, qui était la grosse rage l'été dernier. Il y avait aussi des camps pour d'autres jeux, comme par exemple Overwatch. Et donc, c'est un camp de jour, donc il y a des activités normales de camp de jour. Ils font de l'activité physique une partie de la journée. Ils ont des formations théoriques une partie de la journée, une partie pratique, évidemment, où ils jouent à Overwatch et appliquent ou à Fortnite. Et là, ils appliquent ce qu'ils ont appris dans les cours théoriques. Et là, à partir de septembre, donc de la prochaine rentrée scolaire, il y a 4 écoles au Québec qui auront des programmes, on appelle e-sport études, qui sont comme calqués sur le modèle de sport études, mais comme on n'est pas encore reconnu, comme l'e-sport, c'est pas encore reconnu comme un programme sportif, on n'est pas un vrai programme de sport études. Donc, comment ça marche? Les jeunes qui sont inscrits au programme, des jeunes secondaires, ont soit l'avant-midi ou l'après-midi leur programme académique régulier, qui est un peu condensé, donc ils n'ont probablement pas de cours optionnels, peut-être qu'ils ont 12 cours de maths par 2 mois plutôt qu'avoir 14 cours de maths, par exemple. Et l'autre partie de la journée, ils sont dans nos locaux avec nous et là, ils pratiquent le e-sports pour une demi-journée. Un jeu qu'ils ont choisi, là, comme toi, ça va être Hearthstone que tu vas montrer ou c'est plus la pratique du e-sports en général? Non, c'est Hearthstone. Ben, pour cette année, c'est super intéressant comme question. Pour cette année, c'est une introduction à la pratique du e-sport. Donc, les jeunes qui s'inscrivent, c'est évidemment des jeunes qui jouent déjà à des jeux vidéo, probablement à des e-sports, mais on va probablement avoir quelqu'un qui joue à Fortnite, on va en avoir un qui joue à Overwatch, un qui joue à Apex Legends, un qui est un pro de StarCraft. Peut-être qu'il y en a qui jouent à des jeux vidéo pour le plaisir, mais qui n'ont jamais fait de e-sports, puis sont inscrits dans le programme parce que ça avait l'air cool. Et donc, pour la première année, ça va être une introduction générale. On a... donc, des cours qui vont porter sur les saines habitudes de vie, parce que ça fait partie de la philosophie de l'académie de, oui, gamer, c'est bien, mais il faut aussi avoir des saines habitudes de vie. C'est un équilibre, tout à fait.
Et pour les autres modules, on va parler de 5 jeux, donc StarCraft, Hearthstone, Overwatch, Super Smash Bros. Et il m'en manque un, League of Legends, évidemment. Ah ouais, vous l'abordez? Oui, et donc pour la première année... J'ai mal à mon adolescence. C'est ça. Non, mais je retourne à l'école, je vous le confirme. OK, fait que toi, dans le fond, t'enseignes ça pour la session d'automne. Est-ce que c'est la première au Québec et la seule? Ou oui, d'ailleurs, on pense bien que c'est la première fois dans le monde qu'il y a vraiment un programme d'école secondaire dédié au sport électronique. Définitivement une première au Québec. Là. Il y a déjà comme des clubs de e-sports dans les écoles, mais ces clubs de e-sports-là ont le même statut que le club social. Le club de ping-pong ou le club d'archerie ou peu importe. Là. Donc, c'est des activités parascolaires que les jeunes font après l'école. C'est très cool, mais c'est pas autant développé, encadré, puis c'est pas sur les heures de cours. Comme le programme que nous, on va avoir à partir de l'automne. Ton rôle, vraiment, c'est l'enseignement là-bas? Oui, entraîneur, professeur, dépendamment du terme. Nous, on est engagé par l'académie et pas par les commissions scolaires directement, donc on est plus des entraîneurs, si on veut. Mais oui, notre tâche, c'est de apprendre aux jeunes à penser théoriquement, même si je peux dire, au jeu. Donc, tu peux jouer à Counter-Strike 200 heures, puis à m'amener, tu vas apprendre qu'il ne faut pas que tu te tiennes en plein milieu du corridor, mais que tu es mieux de te tenir contre le mur. Puis souvent, les gens qui jouent à des jeux vidéo compétitifs vont avoir ce réflexe-là, mais ils vont l'avoir après l'avoir appris par réflexe. Erreur. Ouais, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment comme accélérer l'apprentissage des jeunes, leur apprendre à penser stratégiquement aux différents jeux. Puis c'est surtout important parce que le e-sport, ça évolue tellement rapidement que le jeune qui commence notre programme cette année, quand il va sortir dans 3-4 ans, puis il va avoir fini son secondaire, puis là, il va être un athlète e-sportif en devenir, bien peut-être qu'aucun des 5 jeux qu'on aborde cette année va être un jeu qui est populaire. Effectivement, ben oui. Mais leur enseigner des trucs qui sont transférables. Oui, c'est ça, c'est d'avoir une vision globale parce que au final, si tu veux embarquer sur un nouveau jeu, comme toi t'es embarqué sur Hearthstone il y a de cela 3 ans, faut quand même avoir une base de notions logiques de c'est tel type de jeu que tu vas faire, il y a quand même une base de stratégie qui va être bonne pour certains types de jeux, là, comme les jeux de cartes ou versus un shooter. Oui. Puis il y a beaucoup de concepts qui se transfèrent bien d'un jeu à l'autre, surtout à l'intérieur de la même catégorie de jeu. Donc quand Apex est sorti, il y a 2 mois, les gens qui étaient déjà des pros des shooters, ils ont embarqué sur Apex, puis ils savaient déjà quand il fallait recharger leur arme, comment se mettre à couvert, comment bien communiquer avec leurs coéquipiers aussi. Donc c'est ça notre but. Notre but, c'est que peu importe les jeux qui sont là à l'avenir, les jeunes qui ont gradué de chez nous, ils vont avoir les outils dans leur coffre à outils pour tout de suite embarquer dans le jeu, puis tout de suite voir c'est quoi les éléments stratégiques à comprendre, puis être capable de performer rapidement. Cette académie-là, c'est fondée par Georges Saint-Pierre? Georges Saint-Pierre a investi, mais comme il était encore, il était pas à la retraite là, au moment où Montréal eSports a été mis en place, c'est pas lui qui gérait, c'est toujours pas lui d'ailleurs là, qui gère les opérations quotidiennes de Montréal eSports et de l'académie. Ouais, je me suis fait dire qu'il y avait un petit peu d'argent ce gars-là. J'ai pas vu les chiffres, mais ça a l'air être champion de UFC pendant plusieurs années. C'est plus que champion d'Hearthstone, maintenant? Puis toi, Hearthstone, est-ce que c'est terminé la compétition ou on continue encore d'être dans les ligues? Je compétitionne encore, mais depuis que je travaille à temps plein, donc avant, j'étais candidat au doctorat, donc je me permettais des fois d'avoir des semaines d'un peu moins de 40 heures à l'école. La vie change. Oui, mais la vie change. Donc là, je compétitionne encore, mais je me fais pas d'illusions là, avec mes autres engagements. Je m'attends pas à être dans les plus hauts niveaux, mais j'aime ça. Donc, le plaisir reste. Tant que je vais aimer ça, compétitionner, puis que je vais être minimalement compétitif, vous allez encore me voir dans les tournois locaux, minimalement en train de streamer sur Twitch. Donc, j'ai pas fini de slinger des cartes. C'est quoi ton stream, d'ailleurs? Twitch.tv/Peltire, qui s'écrit comme pelle et tire de Canadian Tire. Parfait. Fait que on mettra le lien. Oui, c'est sûr qu'on link toutes tes pages. Qui veulent aller suivre Maxime en streaming. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. Ça m'a fait plaisir, merci. Alors, un immense merci à Maxime qui a été très généreux avec nous. On enchaîne tout de suite, on fera pas de flafla, avec Miss Harvey, Stéphanie Harvey, qui vient nous parler de CSGO. Alors, bonne écoute tout le monde. On est en compagnie de Stéphanie Harvey, a.k.a. Miss Harvey. Salut Stéphanie, ça va? La seule qu'on est. La seule qu'on n'a pas besoin de présenter, en fait. Mais pour ceux, il y en a certainement qui ne te connaissent pas.
Ouais, ça se peut. Ça se peut très bien. Très bien. Probablement ma mère. Plein de monde, en fait. Non, ma mère va écouter l'épisode. Puis là, c'était bon, mais je connais pas. Je connais pas mes cerveaux. C'est ça. Tu te fais-tu reconnaître dans la rue ou pas Oui, vraiment? oui, oui. Ouais, ça arrive. Ben Surtout oui. à Québec, je dirais, là, parce qu'à Québec, je fais beaucoup les médias pour n'importe quoi. Là. Mettons, on parle de jeux vidéo dans à RDI, économie, là, je vais y aller, tu sais, des niaiseries là, comme ça. Là. Des niaiseries, l'économie, c'est de la niaiserie. Non, mais ça veut dire que je fais beaucoup de radio, surtout là, dès qu'on... Tu sais, je commence à être amie quasiment avec la plupart du monde qui font de la radio à Québec. Fait que dès qu'il y a un sujet chaud sur le jour, on m'appelle « Hey, tu t'attends-tu dans 10 minutes d'embarquer dans le show? » Fait que je fais pas mal de, je dirais, de trucs publics à Québec, les journaux, des choses comme ça. Donc, T'es avec RDS, je pense, aussi? Ouais, là, avec RDS aussi. RDS ont sorti RDS Jeux vidéo. Donc là... moi, j'ai mon petit projet là, que je prends mon temps à faire, je vais avouer. Là. Mais je vais faire des web-séries là, avec eux autres. Ça devrait être très cool. La fiction ou... Non. Ça va être... En fait, j'ai dans la tête, en fait, on a déjà annoncé, je veux vraiment faire comme... Je suis crampée déjà. Je veux faire comme le... C'est mieux d'être drôle. Comme le show, on prend toujours un train. Ah ouais. Ah oui, avec Josie Lito. Oui, mais là, beaucoup moins intense. C'est comme été mon Mais inspiration. as-tu besoin d'un train quand même, non? c'est ça. Mais je veux parler avec les professionnels au Québec qui sont pas moi pour les faire découvrir à la population puis vraiment parler de leur histoire, de tout ça. Je pense qu'au Québec, on a énormément de pro-gamers puis on les connaît pas. Non, c'est On les ça. connaît pas. Je te dirais qu'il y en a à peu près 30 là, qui font ça semi-pro-pro. Dans la plupart des jeux, là, on parle de Street Fighter, Smash, Hearthstone, PUBG, Fortnite. Tu sais, là, j'oublie la moitié des gens, là, mais Ouais. beaucoup de League, beaucoup de Counter-Strike. Puis on les connaît pas du tout. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours très particulier qui fait que je suis beaucoup dans les médias et tout ça. Là. Mais je suis pas toute seule. En fait, on est quand même beaucoup, puis j'aimerais ça les faire découvrir à tous. Là. Ah, mais c'est malade, c'est ça. mon histoire. Là. Fait que j'ai appelé ça ma vie de pro, mais c'est work in progress. Peut-être qu'on va le changer, peut-être qu'on va changer. C'est très lousse, ça, dans le fond. Parce que Ben oui, mais... Ben oui, non, c'est mais- ça qui est cool, le web, hein, Guy? Exact, c'est ça. Ben oui, on Exactement. peut un peu faire ce qu'on veut. Ouais. Puis ça, c'est pour l'automne ou c'est pas encore On va essayer amorcé? de tourner en avril. Mais là, RDS Jeux vidéo, c'est ils vont pas faire une chaîne, là. C'est aussi une branche Non. web. Écoute, je suis pas au courant de toutes Non. les discussions qui se font. Si vous voulez mon opinion, non, ça serait vraiment stupide de faire une chaîne télé, à Sur mon les avis. Parce que de toute façon, les e-sports en ce moment, c'est pas la télé, c'est l'Internet. En fait, ça serait très brillant de faire une chaîne en ligne, que ça soit Twitch, que ça soit plus des vidéos ou whatever. C'est ça que je pense qu'ils sont en train de plus explorer. Puis, tu sais, on a parti ça au Canada français, mais RDS, c'est TSN. TSN, c'est tout ça. Donc, c'est plus gros. Fait qu'on verra si il va y avoir TSN Video Games éventuellement. Bon, tu sais, je pense que ça ici, c'est un peu aussi exploratoire. Là. Au Canada, on n'a pas vraiment de chaîne de télé qui se focus autant que ça sur le gaming. Donc, c'est cool de voir qu'RDS embarque. Ça fait longtemps qu'il embarque. Là. C'est pas, ce projet-là, c'est pas sorti de rien. Là. Il y a toujours eu des petits vidéos en ligne ou, tu sais, un désir de faire du jeu vidéo chez RDS parce qu'on comprend que c'est la même chose que du sport. Là, pour les gens qui te connaissent pas, tu viens du e-sports Ouais. sur CSGO Mm-hmm. pour CLG Red. Ouais, ben j'ai C'est ça, joué pour CLG Red pendant très longtemps. En fait, OK, là, t'es plus avec eux. non, je viens de partir il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois maintenant. J'étais 6e joueuse, puis moi, je vais comparer ça là, pour vous faire comprendre un peu. C'est comme être gardien remplaçant, soit le 2e ou le 3e gardien, indépendamment. Là, si ton Ouais. gardien numéro 1 est très bon. Là. Faut que tu sois là à toutes les pratiques. Faut que je fasse tout comme si j'étais un gardien numéro 1, mais finalement, Tu Tu joues pas. je joue pas. Ouais. Puis ça me demandait beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie, puis de déception, je dirais, là, parce que quand les filles vont dans un tournoi puis gagnent, puis moi, je suis là, je sais que j'ai fait toute la saison avec elles, que je pourrais être là, mais que finalement, je suis sur le banc, c'est vraiment horrible. Puis je pense que dans Counter-Strike, dans le e-sport en général, le talent est pas assez proche entre les équipes pour justifier un 6e joueur, dans le sens que je suis comme mieux d'être
starter sur une autre équipe que 6e joueur sur une équipe. Mhm. Donc, c'est plus ça que je suis en train d'explorer. Là, après quasiment 1 an là, d'être sur le banc, on dit on a part ways amicably, puis c'est vrai. Moi, je trouvais que j'avais fait le tour là, d'être le 6e joueuse. J'ai fait comme assistant coach aussi, puis c'était beaucoup plus que juste jouer pour moi. Là. J'étais vraiment présente. Puis je trouvais que j'avais fait le tour, puis ça me rendait... Dans le dernier mois là, d'être 6e joueur, ça me rendait plus dépressif qu'autre chose. Parce que, tu sais, là, les compétitions recommençaient. Justement, ils ont tous pris l'avion pour Copenhagen aujourd'hui, puis moi, je serais pas allée. J'aurais regardé... OK, tu te déplaces pas quand t'es 6e joueuse? Je me suis déplacée, je dirais le 3/4 du temps, mais pour Copenhagen, je sais pas s'il m'a renvoyé. Donc, tu sais, c'était vraiment... Ça fonctionne par contrat, un peu comme des équipes de sport professionnel. Oui, dans le vous fond, êtes moi, affilié pour un nombre d'années. Exact. J'avais un contrat du Madison Square Garden. En fait, mes boss, c'était les mêmes que les New York Rangers. Oh my God. OK, carrément. Fait que non, c'était très professionnel. Littéralement, c'était le même contrat. Donc, c'était vraiment difficile même de se battre pour des clauses parce que quand tu me dis un joueur des Rangers a cette clause-là, fait que toi, t'es obligé de l'avoir. OK, ils ont des comparatifs carrément avec leurs équipes sportives. Ouais, ben, tu sais, comme au niveau des commanditaires, comment le pourcentage, au niveau de, tu sais, price pool, comment ils prennent, tout ça. C'est comme très, très similaire à ce que le sport professionnel fait. Dans mon cas, c'était ça. Puis, ça venait aussi avec des bénéfices, bien sûr, là, quand tu as le Madison Garden Group Avec toi, c'est sûr. Ça Ben oui. amenait beaucoup de power, là, mais là, je viens de split up. Puis t'habitais avec l'équipe, ce que j'ai compris. On a habité 2 ans ensemble. Dans une gaming house. Dans une gaming house. Les gaming house sont financés par les équipes, j'imagine? Oui, exact. Okay, je sais que dans League of Legends, ils donnent un soutien financier pour que les joueurs soient tous établis à Los Angeles. J'imagine que ça doit être la même chose dans Overwatch. Puis... Ça, c'est toutes dépenses payées là-bas. Ils s'arrangent pour toutes ou votre salaire a réussi à couvrir une partie des dépenses et vous permet d'en avoir un bon salaire? Normalement, dans la gaming house, c'est la house payée Internet, toutes les utilities, puis normalement, toute la nourriture. Donc, t'as un cook qui te fournit ABC, qui était, je sais pas pourquoi je dis ABC, c'était, vous avez compris, déjeuner A. Dîner B. Souper C. Ben, comme le mot s'écrit. Ben oui, exactement. Souper, voyons. Donc, mais je pense que là, présentement, le modèle est en train de changer de gaming house à plus studio et appartement. Je pense que c'est beaucoup plus sain. Moi, pour l'avoir vécu, je dirais que l'idée d'une gaming house, c'est amazing. Le vivre, c'est d'autres choses. Ouais, ben c'est ça, c'est un peu occupation double du jeu vidéo, j'imagine. Là, genre, cloîtré avec tes coéquipiers non-stop qui sont probablement des amis, mais on a tous vécu une colocation qui se passe mal. Mais c'est exactement ça. Ça, c'est comme année, c'est bien beau avoir du fun à jouer ensemble, mais des fois, tu dois avoir des moments où tu t'endures. Une colocation, tu vas quand même travailler à ta job, puis you kind of get away from it. Ouais. Là, c'est jamais. Là. Mais là, t'es comme, tu t'engueules dans le jeu, mais t'sais, le soir, t'es à la maison avec la personne à qui ça va pas bien dans le jeu. Tu t'engueules pour une niaiserie à la maison. L'après-midi, tu joues avec elle. Oui. Puis c'est ta job. OK, ouais. En fait, moi, je suis quand même solitaire dans mon quotidien. Là. J'aime bien être seule à la maison. Donc, j'étais beaucoup enfermée dans ma chambre, je dirais. Ce qui créait des tensions pour rien, là, tu sais, dans le fond, vu que j'étais dans ma chambre pendant une couple d'heures, ben, le monde pensait que j'étais fâchée, mais tu sais, non, j'étais juste, moi, j'aime pas ça parler au monde le matin, par exemple, tu sais, je trouve ça plus difficile, mais quand t'es en ligne, puis tu joues en ligne ou tu joues de ton appartement ou peu importe, t'as vraiment des moments de travail, puis là, t'arrives, puis là, t'es comme, salut, tu sais, puis là, t'es capable de, mais tu sais, quand c'est le matin, puis j'ai pas pris mon déjeuner, puis j'ai pas le goût de parler à personne, c'est pas que... Je t'aime pas, c'est... Non, c'est ça. Un trou de cul, c'est juste que, genre, moi, tu verrais jamais ça de moi, là, dans la vie, parce que je suis quand même quelqu'un de très bubbly, j'ai juste besoin de 1 heure le matin pour cool down de ma nuit qui a été Fait que c'est là que le concept du gaming house échoue un peu dans le sens où genre c'est moi écoute, tu me crisserais dans une maison avec 6 comédiens parce qu'on joue le soir ensemble 2 ans de temps mettons, je veux tuer tout le monde. C'est ça. Comme tu sais, on avait des bootcamps avant beaucoup, on faisait beaucoup plus ça dans le gaming, tu sais, tu faisais une semaine de bootcamp. Mais là, c'est un concept différent. Puis le bootcamp, moi, j'adorais ça. T'étais vraiment intense. Tu faisais tous tes repas ensemble. T'étais vraiment, genre, unis. Tu partais de là grandi. Mais le gaming house, ça m'a isolé de mon équipe. C'est vraiment bizarre. Ça m'a isolé. Ben, ça doit créer des petits clans à l'intérieur même de l'équipe, en fait. Ça a créé des clans. Des gens qui allaient au cinéma ensemble. Puis des gens qui allaient pas, tu sais. Okay. Puis, tu sais,
c'est subtil au début, mais ça a grandi, jusqu'à ce que la première fois, je me suis fait tasser à cause que j'étais pas dans la clique principale. Puis il y avait d'autres raisons aussi, là, mais tu sais, c'est ça. La première fois, j'ai quitté, puis après ça, 1 an plus tard, je suis revenue dans l'équipe. On n'avait plus de gaming house, puis là, ça s'est beaucoup mieux passé. Mais t'as pas tout le temps été 6e joueuse? Me trompes-tu? Non. Non, c'est ça. T'étais sur l'équipe. T'as gagné 5 championnats du monde? Ouais, c'est ça que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Puis comme joueuse partante. Ouais. Est-ce qu'il y a un... qui détermine qu'il y a une 6e joueuse? Est-ce que c'est l'équipe ensemble qui détermine ça ou s'il y a un coach ou... on essaie d'être le plus professionnel possible et d'avoir des coachs. Justement, le coach de CLG Red, c'est un Québécois, il vient de Québec. Ah ouais, cool. Puis, ouais, c'est ça. On essaie que ça soit géré par l'équipe, mais contrairement au sport professionnel, c'est quand même les émotions et les joueurs qui gèrent un peu le tout. Là. Si un joueur veut pas jouer, il y a encore des moyens de s'en sortir. Ou si toi, tu veux vraiment plus jouer avec un joueur, ben, le monde peut vraiment se retourner dessus. Puis c'est pas vraiment comme le sport où le sport, il faut vraiment qu'il y ait un méga problème pour qu'un joueur se fasse échanger à cause de la personnalité de l'équipe. Le mesh avec l'équipe là, comme ça du jour au lendemain. Ça arrive, mais dans le gaming, ça arrive quand même énormément souvent. Puis, ça ressemble à quoi une journée typique dans une gaming house? Faut que tu t'entraînes? Nous, on travaillait, je dirais, de 3 heures, 2 heures, 3 heures et demie l'après-midi à comme 7, 8. Fait qu'en plus, à cause du gaming, à cause qu'on était West Coast, ça rendait les soupers un peu bizarres, là, mais on avait un cook, fait qu'on y allait quand le souper était prêt aussi, donc c'est correct. Mais c'était pas obligatoire, le cook, il y en avait plein qui l'utilisaient pas. Moi, j'en prenais soin beaucoup parce que je trouvais ça extraordinaire qu'on ait notre bouffe tout le temps. Mais donc... tu joues avec des filles de où, en fait? Juste que je situe, en général, c'était... Dallas, LA, j'avais une fille de... Chicago, Seattle, puis là, tout récemment dans CLG, il y a une autre Québécoise qui vient de Gatineau. OK. Donc, on était toute cette gang-là. Puis, c'est ça. Donc, le matin, c'était comme libre un peu, puis après, c'est libre un peu. Mais comme dans tous les métiers, ben les sports, il faut quand même que tu investisses du temps en dehors de l'équipe à ton training. Donc, souvent, après, le monde jouait, continuait à jouer dans la house et tout. Et puis moi, le matin, j'essayais d'aller au gym physique, là, le vrai gym. Parce que je trouvais ça super important là, d'être bien dans ma peau partout. C'est-tu imposé dans votre routine ou pas vraiment? Il y a certaines équipes qui oui. Pour avoir que le corps suive l'esprit, j'imagine? Là. Je dirais que le plus professionnel ta ligue ou ton jeu est, le plus que c'est obligatoire. Je dirais que dans League of Legends, ça commence à être de plus en plus obligatoire. Dans Counter-Strike, c'est plus volontaire. Il y a quelques équipes qui le font ensemble. Et il y a même dans les tournois, là, dans les hôtels, plusieurs équipes différentes, quelques gens qui sont vraiment into fitness qui s'entraînent ensemble là, dans différentes équipes. Cool. Puis moi, ça dépend des saisons. Là, je me suis pas entraînée depuis au-dessus de 6 mois. Là. Donc, je dis, je fais ça tous les jours. Ouais, mais tu bois de l'eau vitaminée. T'es en forme? Mais en étant... Considères-tu que c'est essentiel pour un gamer professionnel de s'entraîner absolument? Moi, je trouve que oui. Parce que le temps d'écran doit être compensé par... Je trouve que oui, parce que, tu sais, comme juste aujourd'hui, là, j'ai sorti la maison, je suis venue ici faire le podcast, puis j'étais dans le char, puis je me sentais stimulée à voir le soleil, à voir... genre des gens dans la rue qui travaillent, tu sais. Puis souvent, mon métier m'enferme beaucoup à la maison, là, que ce soit faire des vidéos, jouer, faire du streaming, tout ça. Puis à chaque fois que je sors, je redécouvre comme... je suis inspirée de la vraie vie. De la vie. C'est simple que ça, là. C'est fou, hein? Fait que je trouve ça essentiel de sortir de la maison. Je trouve ça essentiel que les joueurs s'étirent, travaillent sur leur flexibilité, surtout pour les problèmes que ça peut causer aux bras, aux mains, aux poignets. Je trouve ça essentiel, travailler le dos, le renforcer au gym. Et le cardio, je trouve ça essentiel aussi. Donc, je dirais que oui. Moi, je pense que pour être un meilleur joueur, pour être longtemps un bon joueur, il faut avoir tout. Ce qui se passe présentement, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs professionnels qui ont 18, 19, 20 ans. Pour eux, ça ne change rien, mais le jour où ils vont avoir 30 ans, s'ils n'ont pas fait
s'ils n'auront pas Sabo. On a le droit, on est sur le web. Ouais, on va tout couper ça. Ouais, c'est ça. Vous savez pas, mais on n'a pas de vêtements présentement. Arrête, ça fait 3 épisodes qu'on fait de c'est ça, même. Tout le monde est mal à l'aise. C'est la première que C'est pour ça je dis qu'il est pas en vidéo. Mais ouais, donc s'ils font pas attention à leur corps, la carrière peut se briser vraiment rapidement. Il y a des jeunes de 22 ans avec des tunnels carpiens. C'est très fréquent dans le jeu vidéo. Là. Fait que c'est la communauté est quand même à l'affût de ça, en fait. Mais je dirais aussi que quand t'es pas dans une équipe, t'as pas le même... t'es pas autant conscient des problèmes que ça peut amener. Ouais, tu peux observer des choses chez les autres. Ouais, puis... Tu sais, moi, à cause que je faisais partie d'une équipe aussi... Tu sais, je parle équipe, mais je parle aussi avoir une organisation, quelqu'un qui te supporte et tout ça. Tu sais, fait que tu peux être dans un jeu solo, mais avoir ton physiothérapeute, là, ce qui arrivait dans notre équipe à nous. Moi, c'est le physiothérapeute qui était tout le temps disponible, puis à un moment donné, j'ai eu mal au poignet. Puis là, tu sais, le physiothérapeute, il était là, disponible, gratuit. J'ai fait, OK, ben, aide-moi donc. Puis ça a pris, tu sais, pour une journée d'avoir mal joué sur une table trop haute, ça m'a pris 3 mois de physio plusieurs fois par semaine pour arranger mon poignet. Puis, tu sais, après ça, je me suis rendu compte de, OK, tu sais. C'est important. Faut faire attention. Tu sais, une journée de table trop haute fait que... c'est 3 mois de réhabilitation. J'imagine qu'un poignet défectueux fait une grosse différence dans le gaming. Moi, j'avais 29 ans dans ce temps-là. Fait qu'il faut savoir que quelqu'un qui a 19 ans, qui avait une table trop haute, elle va rien y faire sur le coup. Mais peut-être qu'après 10 ans, lui, pour son 3 mois, ça marchera pas. Il pourra même plus l'arranger, c'est fini. Tu sais, sa carrière est finie. Fait que c'est... La même raison pourquoi l'ergonomie s'en vient très importante dans les bureaux, pourquoi on commence à faire attention à les gens qui travaillent 8 heures par jour devant un écran d'ordi. La lumière doit... La lumière, la qualité des écrans, de la chaise, de prendre des breaks et tout ça. C'est la même chose dans le jeu vidéo. On s'entend que c'est nouveau. Fait que plein de jeunes qui sont comme « je suis correct. Si je suis pas en position carpée devant mon ordi, ça va, c'est correct, parce qu'ils n'ont pas personne pour les soutenir. Là. Donc, oui, puis ils ne soutiennent pas un rythme de jeu aussi imposant que j'imagine vous devez le faire, vous autres, une fois que tu es rendu pro. Là, oui, puis non. En fait, moi, je trouve que je jouais moins pro. Parce que c'était des heures qui étaient mieux investies. OK. Quand j'étais pas pro, je jouais plus. Fait que j'ai goût de te dire, attention à Faites encore plus attention si vous n'êtes pas pro. Parce qu'avant que je devienne pro, je jouais, là. Tu penses que tu étais dépendante? Non. Tu veux t'arrêter, mettons. Tu peux te dire aujourd'hui, je joue pas. J'ai été capable d'avoir des week-ends. J'ai goût de dire des week-ends dépendants, mais c'est pas le bon mot. Tu sais, des week-ends de OK, on fait ça, mais je vais gamer puis that's it. Mais tu sais, il y a combien de personnes que vous connaissez dans votre entourage qui vont dire bon, Game of Thrones est sorti, je me suis tapé la saison 7. En fait, aujourd'hui, on a amené le devant la télé du salon. Ça arrive là, dans la vie. Fait que pour moi, dans le jeu vidéo, j'ai déjà eu, mettons, un été un peu intense de World of Warcraft où, tu sais, je comptais combien de fois je me suis lavé dans la semaine sur une main, tu sais. Ça va, 5 fois en 7 jours. 5 fois, c'est pas si pire, peut-être une demi-main. Ah, c'est ça. Fait que, c'est pas toujours évident. Mais est-ce que tu rencontres beaucoup le préjugé par rapport aux jeux vidéo dans les entrevues que tu fais ou les gens qui viennent te parler? Est-ce qu'il y a encore beaucoup la crainte de ce démon qui est l'écran sur lequel le jeune se visse 40 heures semaine et ne fait rien d'autre? Alors que au final, ça permet comme toi et à plein d'autres d'avoir des vies épanouies dans quelque chose qui triple. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Parce que moi, en tout cas, je le ressens. Il y a toujours eu dans mon quotidien ou dans les gens qui m'entouraient, une forme de c'était comme l'affaire lazy, le jeu vidéo. Là. C'était l'affaire pas importante, que tu perds ton temps à faire ça, tu comprends? Est-ce que c'est un sentiment que tu sens qui diminue avec le temps, qu'on est en train d'arriver à le démocratiser, ou encore il y a des barrières à franchir au niveau de la perception sociale? Que c'est un peu des deux. On n'est pas rendu où le jeu vidéo est accepté à 100%. Ouais. Je pense qu'on va le devenir dans une couple d'années, peut-être 10, 20 ans. Le temps que nos parents meurent. C'est tout le temps ça. Oui, pas mes parents, non, mais... mes parents sont amazing. Ah ouais, non, mais c'est ça. Toi, t'as correct à la maison? Ils vont sûrement écouter le podcast. That's how amazing mes parents ils sont. Ah ouais, OK. On les salue.
moi, je dis tout le temps, peut-être pas les parents, là, mais les générations qui contrôlent, mettons, la télévision de maintenant, les médias, tout ça. Bon. Ça va sûrement s'en aller, prendre sa retraite, puis après ça, on va avoir la next. Mais je pense que c'est pas tout, parce qu'il y a du monde de mon âge qui sont pas du tout été habitués au jeu, qui pensent encore ça. Fait que c'est pas juste les vieux, je dirais. Ça arrive quand même de notre âge. Surtout, tu sais, je vois des gens qui ont mon âge qui disent « Ah, mes enfants, je les restreins à 5 heures par jour, 5 heures par semaine de jeux vidéo. » Puis, tu sais, moi, je trouve ça complètement crazy. Ça, pour moi, 5 heures de jeux vidéo par semaine, c'est une incompréhension du jeu vidéo complet. Et c'est un non-désir de comprendre. Donc, et c'est à ce moment-là que je dis « Oui, on a encore du travail à faire, mais pour moi, particulièrement, c'est drôle parce que ça a été quand même... C'est comme si le fait que j'ai été une minorité dans le jeu vidéo, étant une fille qui a rendu ma carrière très difficile, au niveau des médias, ça l'a comme aidé. Ben oui, clairement, parce que c'est sûr. dur de juger. Ça a été toujours dur de me juger devant... Ouais. Tu sais, un journaliste qui m'écrit puis qui me dit... qui me fait une entrevue, puis qui me voit en vrai, c'est difficile pour lui de dire que je dois rester dans mon salon, dans mon sous-sol, tu sais, 20 heures par jour, à rien faire, à pas parler, tu sais, puis que j'ai de la misère socialement, puis tu sais. Fait que j'ai été chanceuse parce que ça a aidé, je dirais, à briser les barrières, briser les préjugés, puis tu sais, à dire, regarde, moi, je gagne ma vie avec ça, puis je m'entraîne quand même, puis je pèse pas 450 livres. Je suis une puis, personne saine. genre, je souris quand on me parle. Tu es capable de répondre à une question. Mais Ouais, puis au final, tu sais, mettons, il y a une espèce de solitude qui peut venir avec le jeu vidéo dans une certaine mesure, mais il y a une multitude de métiers qui causent la même chose, mais dont on parle pas. Là, on a vraiment de la misère à le comprendre, le médium et les médias. Puis, tu sais, je dirais, moi, mon père, c'est une des personnes les plus balancées que je connais. Là. Il fait du sport, il fait tout là, dans la vie. Puis, il fait attention, il a toujours été attentionné, présent, il fait de la menuiserie, il est vraiment tout le temps présent dans tout. Puis, il doit écouter beaucoup plus de télé que moi je joue par jour. Ben oui. Énormément. Là. Je dirais, papa, je pense que tu écoutes au moins 6 heures de télé par jour, peut-être même 8 souvent. Donc, moi, c'est rare que je fais du 6-8 heures ces temps-ci de jeu. Surtout que depuis que je suis plus dans mon équipe, là, j'ai comme slacké un peu. Là. Puis pourtant, je gagne ma vie à faire des jeux vidéo. Donc, je dirais que je pense qu'on a encore beaucoup de préjugés. Surtout, je pense qu'on a vraiment une incompréhension de ce que ça amène de positif. Ouais. Ben oui, c'est sûr, parce qu'on a le cliché dans la tête du geek renfermé, comme tu dis, en fait, comme tu as décrit. Ben ouais, l'espèce de boule de solitude qui ne voit personne et qui a de la misère à se faire des amis. Et pourtant, je dirais que dans la plupart des recherches, il n'y en a pas une qui a réussi à prouver que les jeux vidéo, c'était pas bon. Ça amène... En tout cas, la dernière fois, j'avais checké là, au-dessus de 25 trucs positifs là, du genre multitasking, la socialisation. Ben oui. Ça amène... et là, j'ai un blanc. C'est comme si j'avais pas lu ces recherches-là. Mais tout ce qui a rapport avec, mettons... environnement spatial, prendre des décisions rapides, gérer énormément de choses en même temps, être organisé, parce que moi, là, pour être championne du monde, là, c'est impossible que j'aurais pu être championne du monde si je faisais juste comme être bonne à des jeux puis that's it. Ça ça prend tellement de sacrifices, ça a demandé tellement de soutien, que ce soit de ma famille, de tout ça, c'est énormément demandant. Puis moi, des fois, je me dis, si j'avais pas eu mon bac en architecture, je sais pas si j'aurais pu faire une carrière de ça à long terme. Tu sais, je pense que c'est beaucoup plus difficile qu'on pense. C'est énormément de self-taught. C'est des gens qui apprennent tout seuls à devenir des pros ou qui apprennent à faire des vidéos ou des choses de tech. Comprendre des mécaniques aussi. Comprendre des mécaniques. C'est énormément de positifs. Il y a à peu près pas de négatifs. Je dirais que les gros négatifs, c'est ça qu'on met partout puis qu'on généralise. Oh, t'as joué 10 heures de jeux vidéo, t'es cyberdépendant. Ben, en fait, je pense que c'est pour les parents qui écoutent à la maison, je pense que l'important de cibler avec un jeune qui joue beaucoup, c'est oui, le temps de jeu, mais le reste de la vie aussi. Là, le jeu n'est pas nécessairement le résultat ou le symptôme
de choses malsaines d'une vie. Tu sais, si l'enfant s'alimente mal ou a du mal à avoir une vie sociale, c'est pas nécessairement le jeu vidéo qui l'occasionne. Tu sais. Au contraire, peut-être que le jeu vidéo est une des seules zones où il se sent bien dans une certaine mesure. Ah oui, c'est sûr. Souvent, c'est un échappatoire, exactement. Ouais, mais des fois, les gens associent à l'inverse le fait d'avoir du mal en société ou dans sa vie sociale parce que le jeu vidéo, alors qu'au contraire, des fois, c'est peut-être la seule zone où la personne crée, communique via l'Internet avec du monde, alors qu'il y a une difficulté dans le monde réel, dans la cour d'école, mais c'est pas le jeu vidéo le responsable, c'est l'humain, le petit humain qui a besoin de soutien ailleurs que dans on te prive de la chose qui te fait du bien. Il faut savoir que la cyberdépendance, c'est vraiment ciblé, c'est... disent que pour être cyberdépendant, il faut que tu veux même plus aller aux toilettes. Là. Tu mets un bocal à côté puis tu pisses dans une bouteille. Ouais, c'est ça. Tu te laves plus, tu manges plus puis tu joues. La plupart des gens qui utilisent le mot cyberdépendance l'utilisent pas à cette façon-là. Ils l'utilisent pour la passion enthousiaste et souvent l'incompréhension de ce que notre jeune fait. Puis je pense que si tu es capable de parler à ton jeune de sa balance de vie et tout ça, puis le jeune est ouvert parce que tu comprends ce qu'il vit, parce que tu dis hey, « moi j'adore ça que tu joues à des jeux vidéo », donc au lieu de dire « tu ne peux pas jouer plus que 2 heures par jour » ou peu importe, essayons de l'intégrer comme si c'était du tennis, comme si c'était du hockey, comme si c'était de la lecture, du chant, de la musique. Et puis, je vais essayer de comprendre ce que tu fais dans ton quotidien pour qu'on l'accepte et qu'on l'aborde et pas de juste dire « je sais pas c'est quoi, ça m'intéresse pas. Si tu joues plus qu'1 heure avant d'avoir fait tes devoirs, tu vas être puni, j'enlève les consoles puis tu verras plus pantoute tes consoles. » Ça, c'est vraiment... c'est comme dire, genre le rock'n'roll... c'est Satan. C'est ça. C'est carrément ça. Là. C'est super réducteur et une incompréhension totale là, du jeu. Moi, il y a un truc que je veux qu'on aborde aussi, en fait, c'est que j'ai lu que tu étais cofondatrice sur Misclicks. Ouais. Qui est une organisation qui dénonce un peu la cyber-intimidation au niveau des filles, c'est ça ce que j'ai compris? Oui, dans le fond, on a créé Misclicks parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas assez de safe place. C'est beaucoup plus facile pour moi de le dire en anglais. Vas-y en anglais. Non, mais c'est... dans le fond, on voulait créer un safe place and environment for gamers, geeking gamers, parce qu'on avait aussi des gens qui jouaient à Donjons Dragons et tout ça, pour s'épanouir ensemble sans... zéro harassment, préjugés et tout ça. Donc, on avait souvent des gens qui connaissaient pas Donjons & Dragons, qui venaient nous voir puis qu'on parlait avec eux. Mais c'était surtout là vraiment des places de discussion, des channels Twitch, des shows de Twitch là, qu'on avait. On avait beaucoup de meet and greet à des events où on était toutes là, où on faisait vraiment genre un meet-up pendant 2 heures dans une place, puis il y avait des gens qui se connaissaient pas du tout, qui apprenaient à se connaître. On essayait aussi de lift and empower other women in diverse. Fait qu'on avait des ethnies différentes, des religions différentes, on avait des sexes différents. On avait aussi des gens qui brisaient la barrière des hétéronormatifs. Oui, voilà. Donc, si vous comprenez pas, c'est correct. Mais, donc on avait LGBT, c'est ça, community. On avait vraiment de tout, puis moi, ça m'a permis de découvrir des personnes extraordinaires. On a empowered des personnes qui maintenant travaillent aussi dans plein de compagnies un peu partout, qui au départ étaient juste des fans enthousiastes de jeux vidéo, qui maintenant travaillent à Twitch et dans les compagnies de jeux, juste parce qu'ils se sont enfin sentis à leur place, inclus, puis ont pu s'épanouir dans Misclicks. On a fait ça pendant 5 ans, et je dirais que récemment, je pense que c'est l'année dernière, on a décidé de fermer l'initiative là, parce qu'on n'était plus capable d'investir autant de temps qu'on voulait là-dedans. Ça a tout été bénévole pendant je sais pas combien d'années, 5 ans. Je sais très bien combien d'années, pendant 5 ans. Puis, on a décidé de garder le message puis de l'amener dans chacun de nos métiers respectifs. Puis, d'essayer de continuer sur cette lancée, mais on n'a plus les meet-up et tout ça comme avant. OK. Non, mais je pense que tu le fais quand même de ton bord. Exact. C'est ça. Puis, je pense que les autres filles aussi à qui on a parti ça, c'est comme si le message Misclicks continue de se propager là, malgré tout. Ça nous a permis vraiment de pousser la réflexion à fond. Est-ce qu'il y a une forte prise en charge des compagnies de gaming au niveau du harcèlement sur Internet, tant envers les filles, quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a comme une écoute sincère si, mettons,
t'es en ligne puis tu te fais harceler par un gars de manière absolument Moi, je peux débile. dire non. C'est vraiment réactif et non proactif. OK. Et puis même le réactif, souvent, ça mène à rien. La plupart des jeux ont des éléments placebo pour reporter les joueurs. Ben pour ouais, dire, c'est ça. Ah, lui, il m'a envoyé chier. Il m'arrête. Ça arrive des fois là, que le jeu va te dire « Ah, on a banni cette personne à cause de... » Ça arrive quand même pas souvent. Ouais. Je dirais que non. Dans les dernières années, à chaque fois qu'il y a eu des mini-scandales ou des mini-événements, chaque compagnie a dit « Ah, nous, maintenant, on met en place X, Y, Z. » Mais je vais dire là, ben honnêtement, que j'ai pas vu beaucoup de ces mesures-là qui ont été... Concrètement mis en place. qui ont vraiment fait une différence. Ouais. Il y a des jeux qui essayent de plusieurs façons. Il y a des médias sociaux qui essayent aussi, mais tu sais, quand on a encore Donald Trump qui fait ce qu'il a fait cette semaine, dans le fond, il a fait il a posté une vidéo islamophobe. Ouais, Ouais. islamophobe. Elle est une congresswoman qui est noire et musulmane, qui parlait... je crois qu'elle parlait des États-Unis, puis comment qu'on devrait gérer l'immigration un peu. Puis elle était coupée et intercoupée dans son speech de 9/11 L'attentat. OK, lui, il a fait un L'attentat. montage avec le Ouais, World ils ont fait un Trade. montage. Puis depuis ce temps-là, elle craint pour sa vie. Les gens veulent l'attaque. Ouais. C'est une congresswoman. Donc, je sais pas si vous connaissez pas la politique, c'est une députée, dans le fond, la version américaine. Mais je pense Exactement. qu'elle, son discours, je l'ai déjà vu, mais j'ai pas vu le Ouais. travail de Trump derrière C'est tout elle qui ça. porte un voile aux États-Unis. Là. C'est comme Ouais. une des premières femmes voilées qui est dans le gouvernement. J'imagine que c'est une démocrate. Oui. Ouais. On s'en Ah, doute. j'avais En fait, il n'y a pas la beaucoup de petite- femmes républicaines. Non, c'est bien. Il y en a une couple, là, bizarrement, mais en tout cas, moi, je suis énormément à la politique. Je suis vraiment impliquée, Ouais. malgré le fait que j'en parle vraiment pas beaucoup. Puis là, on dirait qu'à chaque fois que j'en parle, je dis j'en parle pas beaucoup. Je trouve ça super important, surtout de voir ce qui se passe de l'autre côté, parce que je veux comprendre ce qui se passe, parce que c'est vraiment complètement messed up. Fait que je trouve ça important de pas juste vivre et comme pas être au courant de ce qui se passe sur la planète, là, parce que c'est vraiment complètement fou ce qui se passe avec... surtout, je dirais, il y a à peu près 6 mois avec l'environnement et tout ça, là, c'est vraiment catastrophe là, partout dans le monde. Ouais. Donc, bref. Quand Twitter laisse ça aller en disant, ben c'est un... En fait, je sais pas ce que Twitter pourrait faire. là. C'est pas comme si je dis que Twitter devrait bannir... Mais c'est comme si Twitter ou Donald Trump, mais, les plateformes, ça devient quasiment des safe places pour la Pour les la mondes misogynie abrutis. ordinaire. Ouais, Genre, c'est ça. comme, ben non, mais c'est Twitter, là, on peut pas censurer le monde. Fait que, Mais il censure maintenant depuis quelques années, mais il censure pas le président parce que c'est le président en disant que... en même temps, quand c'est c'est le comme- président qui le fait, il légitimise tout le monde, traiter n'importe qui, n'importe Ouais. comment, sur n'importe quelle plateforme. Déjà qu'on accepte qu'un président fasse du bullying, c'est complètement fou. Non, c'est ça. C'est vraiment C'est particulier. complètement fou. Et puis J'avoue. là, en tout cas, je sais pas, au moment où on se parle, au moment où vous écoutez ces lignes, peut-être qu'il a enlevé le vidéo, mais ça faisait 2 jours, l'autre jour, puis il l'avait pas enlevé, puis il était pin sur son Twitter. Donc, c'est vraiment... Mais le pire, en fait, c'est que s'il y a une majorité de la population, pas une majorité, mais il y a une partie de la population américaine qui ont voté pour ce représentant-là. Fait que, tu sais, moi, de la manière que je le vois, c'est oui, Trump est au pouvoir, mais ce qui est encore pire, c'est qu'il y a des millions de personnes qui le supportent là-dedans, tu sais. Ouais. Parce que moi, j'ai appris en suivant ça, genre au quotidien, là, en écoutant des podcasts énormément et tout ça, c'est que les gens s'en foutent que ça soit un criminel, les gens s'en foutent qu'ils mentent à tour de bras. Ils believe en le personnage de Trump. On est rendu là. C'est que c'est même plus on recherche plus la vérité, on cherche plus rien, là, on fait juste suivre Trump et c'est tout. Donc, c'est ça qui est très intéressant parce que peu importe ce qui va se passer, ils vont toujours être derrière. Donc, c'est vraiment très bizarre. Très, très bizarre. En fait, c'est peut-être le problème d'avoir 2 partis politiques qui fait vraiment mal. Parce que quand tu veux pas voter démocrate, puis que... Ben, ça crée une, T'as pas d'autre choix, c'est séparation ça. trop franche, T'as en pas fait. Au d'autre lieu d'être choix. une mixtitude d'opinions, c'est t'es l'un ou t'es l'autre. Ouais. tu sais. Puis je pense que malgré le fait qu'on a tous... je pense qu'il n'y a pas un système politique parfait, là. Ben, c'est probablement mieux d'en avoir plus que 2. Mais je suis tellement d'accord. Ouais, vraiment. Surtout qu'aux États-Unis, l'exécutif est voté par les députés même. Ben, le président, tu sais, c'est le président qui
qui décide de son exécutif. Fait que t'as pas le contrôle sur l'application des théories absurdes que le président a. Tu sais. Ben non, c'est ça qui est un peu absurde dans tout ça. Puis toi, en ayant vécu aux États-Unis, t'as-tu senti la différence au moment où le président est devenu M. Trump? Moi, j'ai senti que tout le monde pleurait. Non. Moi, j'étais en Californie quand c'était arrivé. J'avoue, fait que toi, ça... Donc, la Californie n'était pas vraiment pour ça, pantoute. Mais c'est un État assez ouvert, la Californie, si je ne me trompe pas, c'est ça? Moi, je trouve que la Californie, c'était quand même similaire là, à mes valeurs. C'est sûr que, tu sais, moi, mes valeurs sont beaucoup plus... Je déteste utiliser le mot libéral parce que je fais pas référence au parti politique, mais je fais vraiment référence à libéralisme. L'idéologie là, qui fait que tu es plus ouvert, plus la Californie est beaucoup comme ça, mais ça reste quand même un État américain. Puis c'est sûr qu'ils n'ont pas été élevés de la même façon que nous. Puis même au Canada, c'est comme ça. Là, si on compare le Ouest au Québec. Si on compare l'Ontario au Québec, là, on est peut-être même pas tant dans l'Ouest. On n'a pas du tout les mêmes valeurs de société. Et puis je pense que je suis très fière d'être québécoise par rapport à ça, par rapport à pas tous les Québécois. Je suis pas fière de tous les Québécois, mais et pourtant, nomme-nous lesquels. C'est ça. On veut une liste. On a juste à aller voir une couple de pages Facebook c'est ça. Mais oui. d'émissions de télévision pour me dire que finalement, je vais peut-être retirer cette parole. C'est très difficile, les médias sociaux, pour toute la planète. Hein. On sait vraiment pas comment gérer ça. Ce qui est tough, mais même dans le gaming, on s'en aperçoit, en fait, c'est que il y a tellement de monde toxique juste parce qu'ils sont cachés derrière leur écran. Tu sais, des fois, je me dis que le voice chat, ça fait que la communauté est plus saine. Dans un jeu, exemple, là. Juste le fait qu'on peut se parler pour vrai, même si on se connaît pas, puis on fait pas juste s'écrire dans le chat, ça fait que le monde est plus poli, sont plus sains, sont plus agréables. Tu sais, c'est ça. Mais t'as-tu vécu, toi, beaucoup d'agressions auditives en live? Oui. Mais le problème en étant une fille, c'est que, les gens aiment bien pointer la minorité parce que tout le monde pense qu'ils sont normaux, puis là, dès qu'il y a quelqu'un qui est pas normal, il la pointe. Ben oui, c'est ça. Donc, moi, étant une minorité dans le jeu, dès que je parle, je deviens immédiatement identifiée comme une minorité. C'est pas ma couleur de peau, qui n'est pas identifiable quand je joue un jeu vidéo, c'est pas ma religion, c'est pas si je suis beau ou laide, combien je pèse, etc. C'est vraiment, elle parle, elle est une fille. C'est ça. Je suis traitée différemment. Soit que ça soit parce que on me flirte, parce que c'est pas juste de l'harassment négatif, des fois c'est l'inverse. Que ça soit on va faire un commentaire du genre is this a little boy or a girl? OK, ça je me le fais dire 100% tout le temps. Puis tu sais dans la tête de la personne qui t'a dit, elle, c'est la première fois qu'elle y pense, elle trouve ça bien drôle, mais moi je me le fais dire littéralement des milliers de fois par année. Fait que, c'est comme s'il y avait plus de chances que ce soit un petit gars plutôt qu'une fille. Mais tu sais, on le sait pas, peut-être que je suis un petit gars, mais je veux dire, le fait est que tout de suite je suis traitée différemment, positivement ou négativement. Fait que le harassment vient avec ça aussi. Je me fais c'est dire, à ce moment-là, là, dès qu'on voit que je suis une fille, c'est soit je dois être énormément bonne pour prouver que I belong here. You deserve. Ou soit, si je pourris, ça va être immédiatement parce que là, c'est sûr, je généralise, là, c'est ce que j'haïs faire. Mais reste que... Reste que ça arrive très souvent. Ce harcèlement-là vient d'une généralisation aussi, là, un préjugé... Dans Counter-Strike, ça m'arrive de moins en moins parce que le monde savent qui. C'est ça. Un autre jeu, c'est... Tu joues à quoi d'autre, d'ailleurs? C'est quoi ton... Bonne question. Je joue beaucoup à des jeux mobiles ce temps-ci. Je suis vraiment coupable d'être en amour avec un jeu qui s'appelle Empire & Puzzles. Je joue tout le temps. C'est un mix entre Bejeweled et World of Warcraft. Je vous jure. C'est vraiment très bon. Très, très bon. Empire & Puzzle. OK, déjà... Je suis dans une guilde au Québec. Puis la moyenne d'âge de ma guilde a environ 40 ans. Okay. Ça, c'est cool. Un jeu mobile pour puis j'ai joint la guilde. Ils savaient pas j'étais qui. Et puis, je suis rendue co-leader. Je suis tellement fière. C'est bien cool. Tout ça sans surfer sur Miss Harvey? Tout ça sans que les gens disent... Ah, c'est Miss Harvey, là, parce qu'ils ont 50 ans, ils ont 3. Tu sais, je suis plus vieille que je suis plus jeune que leurs enfants, genre. C'est pas vrai, là. Mais, oui, donc, je suis une des plus jeunes de ma guilde, et puis, j'adore vraiment ça. On est environ 40. C'est vraiment cool. C'est quoi? C'est un espèce de puzzle qui tu fais des combos, puis ça l'envoie. Dans le fond, toi, t'as des héros. Qui représentent chacune des couleurs dans le Bejeweled. Puis c'est des cartes que tu peux level up et tout ça. Bon. Puis c'est un peu comme
Hearthstone au niveau où tu choisis... Non, c'est pas du tout comme Hearthstone. C'est comme un deck building game où tu choisis quel héros tu veux utiliser pour attaquer. Ils ont tous des attaques spéciales. Ah, mais Une comme... fois que leur mana est plein, tu peux utiliser directement leur attaque spéciale. C'est vraiment du tour par tour contre un ennemi. Donc, toi, t'attaques, tu fais ton move de Bejewel. Ça te donne du mana, ça attaque l'ennemi. Fait que si tu fais plein de combos, tu fais full de damage. Puis là, après ça, tu peux rien faire, c'est l'ennemi qui t'attaque. OK, ouais. Puis l'ennemi, ça peut être un raid, ça peut être du PVP, du PVE, ça peut être un méga boss où toute ta guilde vous l'attaquez en même temps pendant une journée. Donc, c'est vraiment super intéressant. Là. OK. Ah ouais, OK, Colin. Fait qu'on est plus là en ce moment là, que sur la console. Ouais. Tu joues console, toi? Ou... Ah oui, j'ai full joué, surtout quand je travaillais chez Ubisoft. Parce que dans ce temps-là, je ne peux pas parler pour maintenant, je travaille plus là depuis 3 ans, mais c'était super important que tous les jeux soient console-friendly. Donc, on les créait sur console, puis après ça, on les créait sur PC, là, mais on jouait tout le temps qu'une manette pour que ça soit très intuitif pour console. Donc, je jouais tous les jeux sur console, tous les shooting games, tout ça sur console. Donc, malgré le fait que j'étais World Champ à Counter-Strike, je jouais tout le temps avec manette. Ça nuisait pas à CS de jouer à autre chose? Non, en fait, ça, j'ai déjà vu une recherche là-dessus pour les sportifs aussi. Lorsque tu fais un autre sport ou lorsque tu fais un autre jeu, tu deviens encore plus meilleur. J'aime ça, ce mot-là. Ouais. Tu deviens encore meilleur à ton jeu. C'est comme si ça te permettait de recalibrer le skill nécessaire à ton sport ou à ton jeu. Parce que comme à CS, le mouvement devient tellement imprimé que là, de le modifier un peu, ça peut-être permet une modification que tu n'arrives plus à faire dans CS parce que le mouvement est trop imprimé dans le cerveau de faire tout ça la même chose. C'était trop inné, trop intuitif que tu oublies à réfléchir à tes muscles, à ce qu'il faut que tu fasses, où viser, tout ça. Donc, dès que je vais jouer à un autre jeu de shooter puis je reviens à CS, je suis une beast à CS. Ça dure pas longtemps, là. C'était un bon 5 minutes, mais non, ça dure plus longtemps que ça, mais c'est super important. Tu sais, dans le fond, tu travailles ton skill différemment. OK. Tu apprends des nouvelles façons de peaufiner ton skill. Mais on le voit, même au hockey, des fois, avant les games, les gars, les gars, ou les filles, là, mais... La NHL, c'est les hommes. C'est juste parce que je suis là. C'est non. Toi, là, tu dirais juste les gars. non. Je vous rappelle qu'on est tous nus. Regarde, il n'y en a plus de problème. Il n'y en a plus de problème. Non, mais c'est vrai, les joueurs de la NHL, avant leur game, tu les vois souvent dans les vestiaires jouer au soccer avec des ballons, juste être en cercle, faire des passes, alors qu'ils vont jouer au hockey d'une demi-heure, mais tu sais... Justement, je pense qu'il y a quelque chose au niveau mécanique de modifier le mouvement, ne serait-ce qu'un peu, fait que ça le rend moins figé et rigide. Là, Sinon, il y a une répétition constante qui fait que tu bouges tout le temps de la même manière, puis tu deviens un peu coincé dans cette mécanique. Puis tu deviens prévisible aussi, tu sais. Quand tes muscles, puis ton réflexe, c'est tout le temps de faire la même affaire, tu te surprends même plus quand tu le fais. Alors que c'est important de surprendre, j'ai l'impression. Je pense que c'est un des gros problèmes. Si vous êtes à la maison, vous avez le désir de faire du jeu vidéo, e-sports votre vie, c'est un des gros problèmes de trop jouer. Quand tu joues trop, tu refais tout le temps les mêmes choses. Ça marche pas, tu continues de faire les mêmes choses. Tu deviens frustré, tu deviens toxique. Donc, il faut changer les choses, apprendre la défaite. Puis c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile en équipe. Quand tu rentres dans le Canadien, d'après moi, ils ont des débriefs puis après ils essaient d'apprendre la défaite. Mais dans le jeu vidéo, souvent, tu fais juste requeue une game. Exact, c'est ça, exactement. Puis, tu parles pas de ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que tu devrais améliorer. Donc, ça, c'est quelque chose qui est super important qu'on néglige beaucoup dans le jeu vidéo. Écoute, as-tu une question, mon Dieu? Parce que ça sent bien. Sors ton papier. Mais moi, je voulais qu'on parle de poker, mais... on a été fous. En fait, c'était un mauvais poisson d'avril. Pour ceux qui l'ont raté, j'ai dit que... en fait, je suis en transition de carrière présentement, puis j'ai juste dit, je m'en vais dans le poker le 1er avril. C'est un mauvais poisson d'avril parce que c'était trop believable. Apparemment, tout le monde pense que c'est clairement. vrai. Ah ouais, c'est vrai. Tout le monde pense que je suis allée... je suis rendue poker. Non, je ne suis pas poker. Surtout même mes commanditaires m'ont écrit... OK, ton April Fool est vraiment passé comme étant je passe au poker. Oui,
arrive. Puis j'en fais jamais des April Fools. C'est pour ça que j'en fais jamais, je suis pourrie. Mon grand-père m'écrit, tu penses-tu vraiment, on vient de signer avec toi pour 1 an, pour le jeu vidéo, tu t'en vas au poker. J'étais comme, non, c'est pas vrai. Sorry. C'est pas Bon. vrai. Ouais, donc qu'est-ce qui m'attache dans... Ben, tu parlais d'architecture tantôt. Est-ce que ça va être ça un jour? Non. Non, finalement, Je suis ça. convaincue que je ne retournerai pas en archi parce que je suis capable d'explorer mon côté créatif d'archi de d'autres façons. C'est con, là, mais j'ai acheté un condo puis je l'ai tout refaire puis tout ça. Puis ça satisfaisait ma côté construction, création, architecture. Mais là, c'est sûr que j'ai une petite partie de moi qui veut toujours retourner en développement de jeux vidéo parce que j'ai fait ça pendant très longtemps. Je trouvais que c'était comme le plus beau métier au monde. Puis là, j'ai vécu le plus beau métier au monde 2. Donc, c'est sûr que peut-être je vais y retourner un jour, mais je suis pas prête encore. Donc, pour l'instant, c'est vraiment dans le e-sports. J'ai toutes sortes d'opportunités, que ce soit d'autres équipes ou que ça soit content creator ou que ça soit ambassadrice ou peu importe, devant la caméra, derrière la caméra, au niveau des équipes, managing, tout ça. Bon, j'ai vraiment énormément d'opportunités. C'est extrêmement difficile. Je ferai tout. Je pense que j'ai un des plus gros problèmes au monde. Je ferais tout, puis je pense que je serais capable de tout faire. Donc, en fait, c'est stressant. Ça me stresse énormément. Là. Présentement, je suis comme en mode... Il faut que je fasse un choix. 1 mois que j'ai pas de métier. Là. J'ai pas de nom à mon métier. Je suis à travailleur autonome, mais genre... Bienvenue dans nos carrières. Ouais, c'est vraiment... c'est super weird. Puis, ben là, je suis en négociation avec plein de personnes avec mon argent, puis c'est vraiment autant moi j'ai des choses à offrir, autant que j'ai le goût de voir où ça va m'amener, mais il faut que j'ai comme un futur dans ça. En tout cas, c'est bien bizarre. Fait que je vais vous dire, je sais pas. Puis ça continue, le progrès. Là, présentement, moi, ce que j'ai le goût de faire, c'est de m'assurer que je peux encore faire ça pendant plusieurs années, / tout le temps. Parce que j'aime vraiment ça. Je suis du genre pas à me lever à 8 heures pour aller travailler à 9. Donc, ça me prend, je dirais, un rythme de vie qui ressemble plus à ce que je vis déjà présentement. Mettons des week-ends très intenses en voyage où que je travaille énormément, puis une journée là, plus, je dirais, je vais utiliser beaucoup de mots pas corrects. Là. C'est difficile des fois, mon cerveau, anglais, français. Ah non, mais c'est sûr. Mais vas-y en anglais. Là. C'est un podcast geek. Vas-y, hein, ouais, fait c'est que, ça. Non, mais des fois, là, le ces problème à anglicismes. faire autant d'entrevues français-anglais tout le temps, c'est que autant il y a un mot qui se dit mieux dans l'autre langue, puis là, des fois, je veux le dire dans l'autre langue, mais autant des fois, je blingue complet dans les 2 langues. Je veux dire un mot, Puis il n'existe plus. Là. c'est comme si il n'existe plus en français ni en anglais. Puis je suis comme, mais c'est quoi le mot que j'essaie de dire? Donc, c'est vraiment pas évident. Je suis contente de ne pas faire des entrevues en espagnol aussi. Oh mon Dieu. T'es-tu trilingue? Ben, je sais parler espagnol. Là. Je pourrais genre faire une couple de phrases. Là, puis, mais c'est super drôle parce que quand j'arrive dans un autre pays qui parle pas un des 3 langues, je me mets à parler en espagnol. Je sais pas pourquoi. Fait qu'à mettons, je suis en Chine puis je suis pas capable de parler en mandarin, peu importe, à la personne devant de moi. Je me mets à dire hola, como estás? Puis là, je suis toute mêlée. Je suis comme, pourquoi je suis en train de parler? Parce que sur mon cerveau, ici, quand tu peux pas parler français-anglais, ça va tout de suite. Espagnol, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, une T'es pas anglophone ni francophone. T'es espagnol. Ouais, c'est ça. Je mets du gracias partout dans tous les pays du monde, sauf au Québec puis aux États-Unis. Ouais, fait que je sais pas ce que je vais faire. Puis, Ben oui, mais... comme tout le monde me dit dans mon entourage, ça va bien aller. Faut que je continue à me Ah dire oui, ça, non, ça mais va. c'est sûr, ça va bien aller. Je pense que oui. T'as quand même un standing. Je veux dire, Miss Harvey, c'est devenu un brand qui est reconnu à l'international, là, quand même. Fait que c'est sûr que... Éventuellement, le journalisme de jeux vidéo, si ça se développe, c'est quelque chose qui t'intéresserait? Mais c'est drôle parce que là, les gens m'ont convaincu, puis je dis les gens, là, c'est mon entourage, là, parce que de faire du YouTube en français, parce que je ne fais que sur toutes mes médias sociaux, j'essayais de bien rester là, English speaking pour le Word. Puis là, tout d'un coup, il y a une couple de personnes ces temps-ci qui m'ont convaincu à faire du YouTube en français. Puis je pense que je vais commencer avec des revues de jeux. Ben, tu vois, ça correspond quasiment à notre initiative de faire hey, c'est drôle, il n'y a pas de plateforme québécoise beaucoup qui parle en français au Québec de geek ou de jeux vidéo. Tu sais, fait qu'on s'est dit, c'est de là notre initiative de notre projet à nous de faire hey, dans le fond, on va donner une voix aux Québécois en français.
plutôt que les jeunes aillent voir une plateforme comme IGN ou du YouTube en anglais, ben on va essayer d'offrir un contenu qui est francophone puis qui va les rejoindre. Ça va toucher la France, mais ils risquent de pas comprendre ce que je disais. Non, Ouais, c'est ça. Tu sais, mais eux autres, ils ont jeuxvideo.com aussi, puis Ouais, c'est d'autres plateformes quand même imposantes qui sont présentes. T'as-tu déjà été avec jeuxvideo.com faire une entrevue en France? Ben quand j'étais en France, à la Paris Games Week puis à l'ESBC, souvent, ils étaient là. J'avoue que la plupart du temps, quand j'étais là, le e-sport, c'était pas aussi big que maintenant. Donc, vers la fin, là, que moi, j'y allais tout le temps, j'ai commencé à here and there, mais pas tant que ça. Ils font pas beaucoup de e-sports coverage. À moins que récemment, ils ont pick-up. Là. Non, mais moi, j'ai su depuis longtemps, puis ils ont pas nécessairement... Ils ont une couverture assez vaste du monde du jeu vidéo, mais... Ils n'ont pas vraiment une couverture franche du e-sport. Ben, comme IGN, en fait, non plus, il n'y a pas vraiment de couverture nette à part les canaux Twitch. Je trouve ça vraiment bizarre. Il n'y a comme pas de classement. Donc, tu t'intéresses à LoL, il faut que tu cherches chacun de tes sports électroniques, en fait, pour trouver les résultats comme tel. Mais il n'y a pas de classement de LoL ou de CS qui sort. Ils vont peut-être sortir une nouvelle de temps en temps sur certains sites de telle équipe a gagné, mais... Ils font beaucoup de scandales. Quand il y a un scandale, on saute dessus. Ça, par exemple, on en parle sur IGN. Mais c'est ça, mais les équipes sont comme pas suivies. On n'a pas de... Il n'y a pas une couverture sportive, en fait, comme on va suivre les équipes de sport européennes. Alors que pourtant, je veux dire... Toi qui es allé en Asie, il y a des moments où tu dois faire « Oh my God, en fait, c'est super weird parce que j'apparais insane. plus sur les médias traditionnels que sur IGN ou Kotaku ou des affaires de même. Ah ouais, les médias traditionnels, là, comme Radio-Can, aux nouvelles, à la TVA, des choses comme ça, j'apparais quand même assez régulièrement. Alors que dans le... Tu sais, puis dans les podcasts, je fais à peu près tous les podcasts normaux, là, tu sais, pas typiques jeux vidéo. Puis c'est ça, alors que, tu sais, dans les médias très, très... jeux vidéo comme jeuxvideo.com ou IGN, j'ai jamais fait d'entrevue là. Mais jeuxvideo.com, il me semble que c'était juste bon pour aller trouver les solutions de Zelda. Ben, c'est quoi l'État JVB, je pense? Ben, c'est ce qui a fait leur succès, je pense, à l'époque. Là. Ouais. Je pense que c'était un gars qui a parti ça tout seul. Il mettait en ligne son guide de Solus, eux autres qui appellent ça. Ouais, c'est ça. Exact, les Solus. Je me rappelle, là, quand on était petit, c'était l'espèce de bonhomme vert qui ressemblait un peu à un Link avec des guns. Qui n'existe plus pantoute, là. C'était back in the days. Moi, je vois sur ce site-là tous les jours depuis que j'ai 8 ans. Je l'ai vu, l'évolution graphique. Ça m'arrive, mais je trouve ça de moins en moins. Moi, j'y allais jusqu'à peu près 4 ans, 5 ans. Ouais, puis là, ils ont comme commencé à faire du contenu sponsorisé. Je sais pas, ça a changé un peu. Mais je trouve ça important là, de parler de jeux vidéo en français. Ouais. Mais c'est la seule plateforme que je suis, moi, en français. C'est le seul espace francophone que je suis comme tel. Tu suis pas, par exemple, Talbot, qui fait quand même qui a un bon job. Je l'écoutais plus jeune, Talbot, à l'époque de Monsieur Net. Puis à un moment donné, j'ai lâché la télé câblée, fait que j'ai perdu un peu Talbot dans le décor. Bon, d'ailleurs, si tu nous écoutes, Denis, on aimerait ça t'avoir un jour. Ça ferait sûrement plaisir. Ben oui, je pense que on va le contacter éventuellement. Mais RDS, ils ont Papa Cassette, je pense que... Ouais, exact. Good guy Qui aussi. commence... Ah ouais, hein? Bon, fait qu'on est... Oui, il fait du review de jeux vidéo, lui, par contre. Ouais. C'était pas mal rétro, je pense, au début, puis là, je pense que c'est plus... Ouais, c'est vrai, mais ça me semble peut-être dans le Super NIN, dans le NIN. Dans le NES. Peut-être qu'il se diversifie, mais ouais, c'est un good gars. Honnêtement, on est une petite communauté, on se connaît toutes, mais ouais, Radio Talbot, c'est quand même très cool. C'est 3 fois par semaine, 2 à 3 heures, live, avec des collaborateurs, des reviews. C'est exactement Monsieur Net version Podcast. version podcast. Ils font aussi en direct sur Twitch, là, avec le chat en direct avec la caméra, tout ça. Là. Donc, c'est quand même... fait tout ça de chez eux, c'est quand même bien fait. Là. Très cool. Shout-out Talbot. Shout-out Talbot. Ouais. J'ai jamais le temps d'y aller là, chez eux parce que c'était tout le temps en plein milieu de mes pratiques de jeu. Ouais. Ah ouais, Il faudrait que j'organise de quoi maintenant que je suis en transition, en fait. Je vais prendre ça en note dans ma to-do. Dans ta to-do list. OK, Google. OK, good. Bon, Stéphanie, ça fait 1 heure. Merci beaucoup de nous avoir donné de ton temps. Ça a été super intéressant. On te souhaite énormément de succès pour la suite. On n'est pas trop inquiet. Puis on vous invite à aller la suivre. Probablement, en fait, que vous la suivez déjà toutes. Si vous parlez français, puis j'ai finalement parti ma chaîne YouTube français. Venez me dire si c'est bon, pas bon. Puis si c'est pas bon, dis-moi pourquoi. Faites pas juste dire genre... On veut un train.
Ça serait meilleur si tu étais dans un train. Oh my God. Moi, pourquoi? Puis qu'est-ce que je fais améliorer? Parce que le but, c'est d'être meilleur. Mais merci de prendre le temps d'être avec nous. Ça a été super agréable. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Alors, immense merci à Stéphanie qui est venue nous donner une bonne heure de son temps. Ça a été super intéressant, super instructif sur le monde du e-sports. On a appris beaucoup aujourd'hui avec Peltier et Miss Harvey. Parle pour toi. Ben moi, je suis plus dans le narratif au niveau du gaming, je te mentirais pas. Le e-sports, je m'y connais beaucoup moins que toi. Je suis plus dans le jeu narratif. Non, honnêtement, il y a 2 invités de la mort aujourd'hui. Merci infiniment à vous deux. Vous avez été incroyables. Merci à vous, cher public, de nous écouter oui, d'avoir chaque été là semaine. avec nous. On vous invite à suivre nos pages Facebook. On est maintenant sur iTunes et Google Play si vous voulez nous suivre en balado dans votre char ou dans le métro. Sinon, la page YouTube. La semaine prochaine, en fait, dans 2 semaines, on vous propose un épisode de jeux de société. Jeux de société. De jeux de société, ça sera notre De notre Twister, objectif. de Trouble, Ouais, de ça Monopoly. peut-être plus complexe que les Ah ouais? classiques. Ok. Peut-être. Guess who? Espérons-le. Espérons-le. Guess who? Alors, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour notre épisode 4. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on vous dit à une prochaine.